Il y a un dénominateur commun qui réunit tous les Marocains, c'est le football. Quand je dis tous les Marocains, c'est toutes les classes. Du gardien de parking au ministre. J'ai commenté des centaines de matchs. Mon père est né à Casa en 14 et ma mère est née à Rabat en 25. Moi, je suis né au Roche-Noir. Je parle avec le président. Et puis je lui dis, président, cette équipe, elle va en quart de finale. Hein. Il me regarde comme ça, il me dit, Lino, quart de finale. En demi, on va aller. Voilà ce que m'a dit le président Lokja en septembre. Lino Bako est un personnage mythique du football marocain. Vous avez forcément entendu sa voix sur Planète Foot ou sur Mars Attack. Et il a ému des millions de Marocains pendant la Coupe du Monde au Qatar lors de la qualification de l'équipe nationale. Je suis né Rajaoui Widadi. À l'époque, ça n'existait pas. Je sens pas ces cannes-là. Ces équipes subsahariennes, elles sont difficiles à jouer. J'ai pas honte de le dire, je n'ai pas de bac. Si vous n'êtes pas passionné, c'est pas la peine. Ce que les jeunes ne savent pas, c'est dans les années 50, les Parisiens disaient on va passer le week-end à Casa. C'est un pays fabuleux, le Maroc, qui est béni des dieux. J'ai dit à mon associé, je pense qu'on fait du bon boulot. En fait, on touche tout le monde. Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. J'aime bien dans les conditions du direct, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Mais le direct, c'est incroyable. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, tu as un direct, tu sors, parfois tu as des gens qui peuvent réagir. Le direct, c'est... le direct, c'est... Et le direct, moi, avec toutes les émissions qu'on a faites en direct, c'est... Quand le réa, il te dit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... À 4, il s'arrête, tu vois. Ouais. 4, ouais. Il reste que 3, 2, 1. Ouais. Tu vois, le cœur, il fait... Même si tu as... Tu sens toujours le stress. Et après, dès que, je sais pas, l'animateur, il te dit bonjour, Lino, alors ça y est, bon, ça y est. Et tu as toujours ce stress-là, même si tu le fais. Tu continues à avoir le petit truc au moment du 19, 8. Tu as ce petit truc, tu vois. Parce que c'est dramatique, le 19, Et ouais, c'est incroyable, le direct, que c'est le naturel. Et moi, ce que je me demande, c'est, est-ce qu'à un moment, ça devient tellement naturel que tu deviens exactement, vraiment la même personne pendant le direct et en dehors? Non, c'est difficile. Est-ce que tu te mets à agir de la même manière? Non, absolument pas. Absolument pas. Moi, je suis né au Roche-Noir, donc où on avait un vocabulaire assez cherché, tu vois. Donc, t'aurais pas pu l'utiliser. Tu ne peux pas te permettre, tu vois, surtout chez nous, tu vois. Bon, ça peut passer à la rigueur en France, en Italie, tu peux de temps en temps mettre un gros mot, tu vois. Oui. Chômage. Mais ici, non. Donc, tu vois, donc... Et c'est peut-être ça qui fait que tu es un petit peu contracté, tu vois. Mais après, tu oublies. Moi, la caméra, j'ai jamais regardé la caméra. Tu regardes pas la caméra. Je fais comme si la caméra n'a jamais existé, tu vois. Donc, tu parles aux gens. Mais cette petite appréhension, parce que tu te dis toujours, est-ce que je vais être bon aujourd'hui? Et tu as toujours ce truc. Pas dire même avec ton expérience, etc., tu te dis, est-ce que je vais être bon aujourd'hui? Toujours. Bien sûr. Parce que le beau du journalisme, c'est quoi? C'est que tu te remets en cause tous les jours. Tu vois, un jour ne ressemble pas, tu vois, aujourd'hui ne ressemble pas à hier ni à demain. Et quand tu sors, tu te dis toujours, même avec, est-ce que j'étais bon? Avec beaucoup d'expérience, tu te juges, tu te dis c'était bien, pas bien, très bien. Bien sûr, mais aujourd'hui encore dans Mars Attack, quand je sors de Mars Attack, je dis mais pourquoi j'ai dit ça? Tu vois? Ou alors, j'ai oublié de dire ça. Tu vois, c'est sûr, hein? C'est génial. Personne n'est parfait, hein? Ouais. C'est ça. Et je lisais ou je regardais, je sais plus. Non, je lisais dans la préface de ton livre, d'ailleurs, et alors que j'ai lu ces derniers jours, qui est là, d'ailleurs, ton ami qui a préfacé le livre disait jusqu'à aujourd'hui... C'est Hicham Khalifi, mon associé. Hicham Khalifi, exactement, associé cofondateur de Radio Mars, qui disait que jusqu'à aujourd'hui, quand tu as une matinale, tu te réveilles tôt, tu prépares, tu arrives préparé, tu te réveilles à 5h du matin, et tu te dis pas que tu es habitué, alors qu'en vrai, tu pourrais le faire en totale improvisation. Ah oui, je pourrais très bien. Des choses qui te passionnent, que tu connais. Je pourrais me doucher la veille, par exemple, tu vois, le soir, et le matin, je me débarbouille comme un chat, tu vois, rapidement. Je peux me lever, par exemple, à 6h30, et puis je monte dans ma voiture, puis comme je suis pas loin du studio, tu vois, des nouveaux studios. Donc en 5 minutes j'arrive et voilà, donc je peux être sur le plateau et tu commences comme ça. Non mais je préfère pas, mais c'est toujours important. Bien sûr, c'est important. D'abord de faire une espèce de revue de la presse aussi, voir ce qui s'est passé sur le plan politique, sur le plan, tu vois, ça, je suis né, si tu veux, dans l'information, tu vois. On va parler de tout ça. Moi, j'ai envie que tu nous expliques un petit peu ta manière de faire du journalisme, comment tu as appris, etc. Mais on t'a pas présenté pour l'instant.
Donc Lino Bacco, tu es une figure du foot, du sport au Maroc, mais je vais te laisser toi te présenter. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Me présenter, bon, c'est facile et difficile à la fois, hein, parce que, grosso modo, j'ai toujours eu un parcours double. J'ai toujours eu un métier, hein. Bon, ça c'était pour assurer la maisonnée, tu vois, et à côté le sport. Donc parallèlement, j'ai toujours fait du sport, du journalisme plutôt. Bon, j'ai commencé très tôt. Alors je veux dire tout de suite, moi j'ai pas le bac. J'ai pas honte de le dire, je n'ai pas de bac. J'ai un brevet d'enseignement industriel qui est dans les années 60, c'était un petit peu l'équivalent du bac technique, tu vois. Ouais. Et je suis sorti du lycée donc en juin 1965. Et en octobre 1965, 4 mois après, j'enseignais à l'école professionnelle italienne des Roches-Noires le dessin indus et la technologie. Juste après le lycée. Juste après le lycée. Voilà. Et j'ai encore des élèves de temps en temps qui m'arrêtent ou qui me croisent. J'ai des élèves brillantissimes qui ont ensuite poursuivi leurs études en Italie, qui ont dirigé de grandes entreprises. Maroc Oxygène, par exemple, ouais. ou des amis qui ensuite ont travaillé à la compagnie aérienne, tu vois, avec qui t'as gardé... Avec qui j'ai gardé, tu vois. Et puis, de temps en temps, on a créé un petit groupe WhatsApp. De temps en temps, on s'envoie des messages, de temps en temps, on se voit. Voilà, on se voit dans un café, on prend un café ensemble et on parle en italien. Donc, mais de toute façon, c'est des élèves qui ont tous aussi entre 65 et 70 ans, hein, qui m'appellent toujours professeur. Tu vois, le truc. Hein. Donc voilà, parallèlement, c'est ça, tu vois. Donc, ensuite, à un certain moment, parallèlement, je faisais du journalisme au Matin du Sahara. Alors, comment je suis arrivé au journalisme? C'est pas difficile. J'avais un ami qui avait un glacier à Casablanca et qui assurait la chronique du football italien. Ok. Et moi, de tout gosse, je suivais les matchs de foot à la radio. Donc, c'était sur les ondes courtes déjà. Sur les ondes courtes, et puis c'était la RAI qui retransmettait la deuxième mi-temps des matchs de Serie A. Que la deuxième mi-temps? Que la deuxième mi-temps. Pourquoi? Comme ça, c'était pour les Italiens de l'étranger, donc on leur balançait uniquement... C'est déjà bien une deuxième mi-temps. On leur balançait que... Donc, alors, le gars prenait l'antenne, tu vois, il disait voilà, les résultats à la mi-temps, et puis ensuite, il y avait un terrain principal, tu vois, c'est le match du jour, et puis les autres, et puis ils se relayaient, tu vois, tous les autres. Et moi, je prenais des notes. Et puis, c'est un tout petit déjà. Ouais, j'avais peut-être 10-12 ans, tu vois. Okay. 10-12 ans. Et puis, j'ai grandi dans une famille où, bien sûr, on aimait tous le foot. Et j'ai un frère, ma mère, qui lisait la Gazzetta dello Sport, et qui lisait l'Équipe, qui lisait Lo Sport Illustrato, qui était l'hebdo de la Gazzetta dello Sport. Qui est mythique, qui est comme l'Équipe... Ouais. Plus, je dirais, parce que l'équipe est née, si tu veux. Bon, avant, c'était l'autojournal, mais l'équipe n'existe que depuis la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. La Gazette, elle est ultra centenaire. Donc, tu vois, c'est un truc, le journal rose, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je faisais, moi? J'avais des feuilles de papier ministre. Je ne sais pas si les gens y connaissent ça. Les feuilles de papier ministre, c'est la double feuille à petits carreaux de 5 mm, tu vois. Okay. Et donc, je prenais des notes. Et comme à l'époque, dans les équipes de foot, tu avais 11 titulaires ad vitam aeternam. C'est-à-dire que les gars... Des changements toutes les semaines. D'abord, il n'y avait pas de remplacement. Quand un joueur se blessait, tu termines à 10, premièrement. Ouais. Je parle jusqu'à une certaine période. Hein. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'était facile. Par exemple, je prenais les formations de la semaine précédente. S'il y avait, par exemple, Milan AS Roma, je reprenais... Ça allait être la même équipe. Quasiment. À 99%, c'était toujours la même équipe, tu vois, qui avait joué la veille, qui avait joué la semaine précédente, etc., etc. Et donc, je préparais mon petit tableau, je faisais ma petite fiche avec le gardien, les deux défenseurs latéraux, parce que c'était le vieux WM, c'est-à-dire le numéro 1, le numéro 2. C'est pas comme aujourd'hui. Les gars, ils ont le numéro 94, tu vois, c'est n'importe quoi. 1, 2, 3. C'était du 1 au 11. Donc, c'est tout. Tu avais ton gardien de but, tu avais tes deux latéraux, le 2 et le 3. Tu avais le 4, c'était le milieu défensif. Le 5, c'était le stopper.
le 6 qui était plus ou moins libéraux, tu vois. Et après, tu avais le 7, l'ailier droit, le 11, l'ailier gauche, les 2 inters, le 8 et le 9, et l'avant-centre, le 10 et l'avant-centre, le 9. C'était ça, tu vois. Donc, c'est un autre football. Et aujourd'hui, moi, j'appelle football 2.0 parce que c'est un autre football. Ça n'a rien à voir. Ça s'est tellement professionnalisé, voilà, etc. Donc, et ça t'a mené ensuite à faire du journalisme. Et donc, je débarque au Matin du Sahara. Donc, voilà, au culot, je débarque. Et Daniel Pilar, il me dit, tu veux faire du journalisme, mon petit? Je lui dis oui. Il me dit, bon, c'est pas compliqué. C'est un sujet, un verbe, un complément. Tu mets un point, tu vas à la ligne. Tu vois, il me dit, bon, on te passera ça mardi. C'était un dimanche soir que j'avais été à la rédaction. Je raconte tout ça d'ailleurs dans le livre. Et voilà, donc je pars, donc enseignant, pigiste au petit Marocain. Ouais. Et à un moment donné, Daniel Pilar s'en va, il va à la retraite. Il me dit, moi, tu vas continuer toute ta vie à faire l'enseignant? J'avais déjà 11 ans d'enseignement, hein, tu vois. Donc, je dis, ouais, écoute, il faut bien que je mange. Hein. Il me dit, c'est pas avec la misère que vous me donnez, vous me payez à je sais pas combien de centimes la ligne, c'était à l'époque. Il me dit, bon, écoute, je pars à la retraite, j'aimerais bien que tu me succèdes. Ah ouais. Voilà, tu sais, quand incroyable. Daniel Pilar, c'est un monument. Ouais, c'est une légende. Je sais pas, pour faire une comparaison, peut-être pour les jeunes qui ne comprennent pas, qui n'ont pas connu cette période, je sais pas, en Italie, oui, il y a des noms, tu vois. Journaliste français, ça pourrait être Sacomano, ça peut être, tu vois, Eugène Sacomano qui faisait son émission, là, tu vois, on refait le match, je ne sais pas si tu te souviens de Eugène Sacomano. C'était un monument, tu vois. C'est... Et j'ai accepté, au culot, comme ça, et puis chemin faisant, donc c'est la seule période où j'étais professionnel, hein, donc journaliste. Voilà, donc chemin faisant, on m'a confié aussi la rédaction, le secrétariat de rédaction, qui c'est assez pointu parce que tu dois faire attention donc au sujet. La une qui était très importante. Bon, après j'étais très bien assisté par Abdelatif Benis, le rédacteur en chef. Il y avait Moulay Ahmed Alaoui évidemment qui nous chapeautait à tous, tu vois, qui nous donnait les grandes lignes. Et voilà, donc. Moi, je te parle de l'époque des années 60, fin des années 70, où il y avait encore la guerre au Sahara et tout ça. Donc, tu vois, on va aussi revenir, parce que j'ai vraiment envie de comprendre ce que tu as appris à ce moment-là. Ensuite, tu vas à la télé, tu as cofondé Radio Mars aussi. Je pense que tout le monde connaît. Je pense que tout le monde te connaît quasiment les gens qui suivent le sport ou qui ne suivent pas, Mars Attack, etc. Mais si on revient au tout début, tu disais en fait... à 12-13 ans déjà, j'écrivais pendant les matchs, j'écoutais les matchs tous les week-ends. Je sais que tu viens aussi d'une famille de footeux, de sportifs. C'était quoi l'importance du sport en grandissant? Je sais que ton père était joueur de foot. Mon père était joueur de foot. Mon père était un des meilleurs attaquants à l'époque. Dans les années en 42, lorsque les Italiens du Maroc ont été déportés dans les camps de concentration, mon père était déporté à Infoot. Et à Infoot, il y avait la construction du barrage. Et puis, comme il jouait pour le Sporting Club Cheminot des Roches-Noires, le président du club, qui était aussi un des cadres de CFM, Chemin de fer du Maroc, enfin l'ancêtre de l'ONCF, il a dit non, écoutez, Lobianco, ça, il faut que le dimanche, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Alors, tous les samedis, il y avait 2 military police qui prenaient mon père en jeep. Il l'amenait d'Infoot, il l'amenait à Casa. Donc, il essayait de se requinquer en quelques heures. Le lendemain, il jouait le match. Et puis, après le match, on le ramenait au camp de concentration, tu vois. Mais c'était un camp de travail, en fait. Un camp de travail. Forcé. Il y avait ceux qui pouvaient travailler, qui travaillaient. Cette histoire. Non, ils ne connaissent pas. Non, ils ne savent pas. Il y en avait partout. J'ai un frère à ma mère qui a été dans un camp de concentration. Alors là, c'était un camp de concentration parce que ce n'était pas un camp de travail. À Al-Hajeb, par exemple. Et il y avait des militaires, militaires français qui les gardaient, qui les emmenaient, et pour le coup, là, ils les faisaient travailler là où était ton père. Oui, il y en avait à Boudnib. Il y avait le camp le plus dur, c'était Tamanar. Et d'ailleurs, dans les autres camps, lorsqu'ils faisaient l'appel, ils disaient ceux qui ne se tiennent pas, qui ne respectent pas la discipline, je vous envoie tous, je vous enverrai à... Et puis en chœur, les prisonniers faisaient à Tamanar. Au pire. Tamanar, c'est sur la route d'Agadir. C'est les petites bananes là, de Tamanar. Là, tu vois. Donc il peut dire le foot
peut-être pas m'a sauvé, mais je veux dire, ça l'a aidé même à ce moment-là. C'était une importance. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, une fois, il avait marqué 3 buts dans un match. Et puis, ça, tu en parles dans le livre. Il y a un truc incroyable, c'est que tu mets le papier du journal, j'ai récupéré le papier. Du papier, donc le journaliste qui a écrit sur le match où ton père joue et il marque 3 buts. Et ça, j'ai récupéré grâce à Manu Viegas, qui est le frère de José Viegas, l'ex-joueur et entraîneur du FUS de Rabat. Ouais. Et un jour, je lui ai dit, écoute, comme lui, il était toujours à la Bibliothèque nationale. Et il fouinait toujours. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, cherche-moi de la doc sur les roches noires, sur mon père. Regarde si tu trouves quelque chose. Et puis un jour, il tombe sur ce papier-là. SCC Roche Noire, bas US Cheminot. 6 buts à 0. Ouais. Et t'as le compte rendu. Le compte rendu du truc. Et le style, comment ils écrivaient, c'est incroyable. C'est ce que tu disais. Un mot, une phrase, un verbe, un sujet, un complément, un truc simple. À la ligne. C'est ce que tu disais que t'as dit Daniel Pilar. Et c'est un style très élégant. Et ça, c'était avant Daniel Pilar. Donc, tu vois, c'était déjà le style de l'époque. Remise en jeu, descente des roches et Lobianco, marque du gauche. Ouais. Incroyable. Non, c'est. Et voilà, donc après, à un moment donné, j'ai quitté le journal. Un coup de tête, tu vois. Moi souvent, lorsque je quitte, j'ai quitté... Le petit Marocain ? Oui, le Matin du Sahara, c'était déjà. C'était déjà le Matin du Sahara. Oui, mais tu vois, je pense que c'est intéressant parce que tu fais ton lycée, tu vas dans l'enseignement. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, tu es dans un glacier, on te présente Daniel Pilar. D'ailleurs, je crois que dans le livre, tu dis que tu vas le voir un dimanche soir. Et il travaille parce qu'il prépare il prépare le lundi, en fait. Il prépare les matchs du week-end, c'est ça, non ? Oui, c'est le dimanche soir, c'est une ruche. Une rédaction sportive. Tout le monde est tout le monde est là, tu vois. Tout le monde fait son papier parce qu'il faut l'envoyer à l'atelier. Et c'est pas on le sort mercredi. C'est pas la presse quotidienne, avec tout le respect que je peux avoir pour mes confrères d'aujourd'hui. C'est pas la presse quotidienne d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que le lendemain matin, toi, tu prenais ton petit Marocain. Il y avait tout. Et tu avais tout. Ou tu prenais le Matin du Sahara. Tu avais les formations, les buteurs, bon arbitrage de M. Benjeloun, tu avais tout ce truc comme ça, tu vois. Donc, Je voulais vous parler de TapTapSend, un service dont on est très fier d'être partenaire. Quand on est MRE, on cherche toujours le moyen le plus simple, rapide et avantageux pour envoyer de l'argent au Maroc. Que ce soit pour soutenir nos proches, épargner ou investir. Si vous vivez en Europe, aux États-Unis, au Canada ou même aux Émirats, TapTapSend est la solution à connaître. Avec TapTapSend, vous pouvez transférer de l'argent instantanément vers tous les comptes bancaires marocains et même vers les agences Cash Plus ou Afacash. Ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits et les taux proposés sont parmi les meilleurs du marché. Leur modèle repose sur une petite marge sur le taux de change, mais il veille à proposer un taux compétitif et transparent. Et en plus de ça, si vous êtes un nouvel utilisateur, vous recevez 15 € offerts pour un envoi depuis l'Europe et 25 $ si vous êtes aux États-Unis. Il vous suffit de télécharger l'application et d'utiliser le code NEXTWAVE au moment de l'inscription. Et quand tu bosses avec Daniel Pilar, que tu l'accompagnes sur les premiers matchs, etc., qu'est-ce qui t'a appris sur le journalisme, presse écrite, dans le foot, journalisme en général ? C'était quoi les apprentissages que tu as eus ? D'abord, il m'apprenait à observer d'abord. Il m'a dit, parce que au Stade d'Honneur, on avait un problème, c'est qu'on était loin, la tribune de presse était loin. Okay. Et donc, tu voyais à peine les numéros. Bon. Quand c'était les joueurs du Raja, du WAC, de l'Étoile, les clubs casablancais, le TAS, tu vois, le RAC et tout ça, tu les connaissais. Mais quand il venait le CODM ou le MAS, ou après à la longue, bien sûr, le MAS par exemple de Azaz, Tazi, Zaraoui, tout ça, tu les connaissais à la fin. Mais je dis, des fois, tu as des équipes qui jouent en deuxième division, qui montaient en première, tu vois. Donc, tu avais un peu du mal à... Alors, ce qu'on faisait, on descendait au vestiaire, tu vois. Il me disait, tu vois, déjà, tu prends quelques notes. Tu dis, le numéro 8, il a les cheveux longs. Le numéro 7, il a les bas tombés. Le numéro 6... et déjà, ça t'aide déjà à savoir le positionnement des joueurs. Avant le match, avant le match. Ça, c'est marrant, parce que ça n'existe plus, non ? Les journalistes, ils vont plus dans le vestiaire. C'est fermé, c'est cloisonné. Ça n'existe plus. Moi, lorsque les Phares venaient, l'AS Phare venait jouer au Stade Gégo, moi, à la mi-temps, je rentrais dans les vestiaires avec Cluzo. Je me mettais dans un coin, je me taisais. Et du coup, tu écoutais le discours. J'écoutais le discours de la mi-temps. Mais après, c'était... on avait signé un pacte. C'est-à-dire que le lendemain, je ne disais pas voilà ce qu'il a dit aux joueurs. Signé un pacte oral, quoi. Mais ça me servait à comprendre. Ça me servait surtout pour comprendre la deuxième mi-temps.
Pourquoi? Parce que Les changements, les ce que trucs. tu veux dire, c'est qu'il y a, Ouais. il y a un accord tacite. C'est-à-dire que tu vas pas écrire un truc qu'il a non. dit au Non, joueur. non, absolument pas. Absolument pas. Mais ça te permet d'avoir une analyse. Mais fine. après, dans les vestiaires, que ça soit avec n'importe quel entraîneur du Raja ou du WAC, ben après le match, on descendait des tribunes et puis on allait, on restait 5-10 minutes dans les vestiaires. Les joueurs prenaient leur douche, on parlait avec l'entraîneur, on parlait avec des joueurs. Il n'y avait pas l'espèce de zone mixte où tu attends, où on te dit « Ah, aujourd'hui, c'est Flaine qui va venir, l'entraîneur est accompagné du capitaine » ou un truc comme ça. Non, avant, tu pouvais parler avec tout le monde. T'as un souvenir qui te revient de cette période-là, quand tu commences, tu fais les premiers matchs, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué ou... il doit y en avoir plein. Parce que pour le coup, j'ai lu le livre, il y a des centaines d'anecdotes. C'est Bamous. Je me revois encore dans le souterrain du stade d'honneur. On avait lancé un petit hebdo sportif. On avait appelé Télésport, après on a dû changer, on l'appelait Hebdo Sport. Et puis j'avais fait une petite interview. Et puis bon, il était capitaine de l'AS Phare, il était capitaine des Phares aussi, et il était capitaine du Génie. Et puis j'avais titré Driss Bamous, un génie de capitaine. Et un jour, il était à la gendarmerie il était à la gendarmerie de Casablanca. Et je vais le voir, il ouvre un tiroir. Il me dit, tu sais ce que j'ai dit encore? Il me dit, regarde ce que j'ai encore. Et il me sort le papier, Driss Bamous, un génie de capitaine. Waouh, c'est ouf. Et en fait, j'avais fait juste un jeu de mots, tu vois, capitaine de génie. Ouais. Tu vois, donc, voilà, ça c'est un beau souvenir. Et ça marque, en fait. Ouais, ça marque. Ça marque et c'est ça marque. la beauté des mots, quoi. Et pour moi, c'était magnifique. Tu vois, il était général déjà, presque. Tu vois, je crois qu'il était général, donc... tu vois, donc... non, il était colonel-major, avant qu'il devienne général, tu vois. Non, c'est incroyable. Ouais. Et tu vois, on est arrivé à ça, mais il y a un truc sur lequel on est passé rapidement. On en a parlé parce que ton père, il était dans l'équipe des Roches Noires. Ouais. Là, il joue contre les Cheminots, mais après, ça devient, je crois, la même équipe. Ouais. Mais sur les Roches Noires... Non, c'est les cheminots de Rabat. Il y avait les cheminots de Rabat et eux, c'était les CRN de Casablanca. Ah, pardon. Oui, pardon. Ouais. Et donc, il joue contre les Cheminots de Rabat. Mais ce que je veux dire, c'est que Roche Noire, en lisant le livre, en regardant un petit peu ce que tu as fait, etc., je me rends compte de toute la culture, de toutes la spécificité, le multiculturalisme qu'il y avait aux Roches Noires. Melting pot de folie. Melting pot. En fait, c'est vraiment un endroit très particulier. Ouais. Dans lequel tu as grandi, je crois que tu as grandi entre Ensba et Roche-Noire, mais en tout cas, tu as passé beaucoup de temps à Roche-Noire. À la frontière. Tes parents sont nés au Maroc, je sais, mais je ne sais pas s'ils sont nés là-bas. Mon père est né à Casa en 14 et ma mère est née à Rabat en 25. Ouais, donc voilà, encore une fois. Ma mère a grandi aussi à Safi. Ouais, donc tu es né au Maroc et tes parents sont nés au Maroc. Et tu as grandi beaucoup, tu as passé beaucoup de temps à Roche-Noire. C'était quoi ce quartier? Qu'est-ce qui était spécial? Comment c'était de grandir là-bas? D'abord, c'est les années de l'insouciance. Ouais. Parce que, bon, c'est l'adolescence, tu vois. Donc, je sais pas, c'est déjà à l'école primaire, par exemple, lorsque commençaient les belles journées, tu vois, fin mai, tu vois, un truc comme ça, nos mères venaient nous prendre à la sortie de l'école. Donc, elles avaient un panier, tu vois, il y avait nos maillots de bain, il y avait des sandwichs et tout ça. On partait à la plage des Roches Noires. Malheureusement, bon, je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou non, bon, il y a eu la gare de Casaport. Ouais. Évidemment, la plage des Roches Noires, elle a disparu. Mais devant les Roches Noires, il y avait une très belle plage de sable, tu vois, qui était énorme, tu vois, qui était très très belle. Et donc on allait là-bas, on se baignait, tu vois, on prenait un sandwich et on remontait faire nos devoirs. Ça c'est déjà des trucs comme ça. Et après les vacances, c'était 3 ou 4 mois de vacances, c'était 3 mois de vacances, mais alors plage, pêche, voilà. Donc il y avait les deux rochers, on allait pêcher sur les rochers, on revenait, on mettait tout le matériel sur des grosses bouées de camions, tu vois, de pneus, tu vois, des grosses bouées, avec nos cannes à pêche, on amenait un petit peu de sandwich et tout ça pour la journée, tenir la journée. Et il y avait un rocher d'ailleurs qui n'était jamais recouvert, même à marée haute.
Le Petit Rocher, non, le Petit Sur Rocher lequel vous laissiez les affaires. Voilà, donc... Et c'était aussi un quartier où il y avait des gens de partout, Il y avait- plein de pays, non? Oui, il y a Très, donc... très multiculturel. il y avait une rue qui s'appelait d'ailleurs la rue des Français, où il n'y avait pratiquement pas de Français. Tu avais des Espagnols, tu avais des Portugais, tu avais un petit peu de Maltais, il y avait des Marocains, bien sûr. Mais même des Marocains n'avaient pas beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, les Roches-Noires, c'était le quartier ouvrier, le quartier industriel. Ok. Et donc, tu avais plein de cités ouvrières. Je ne sais pas si on peut les citer. Bon, tu avais la Cosumar, tu vois, par exemple. Tu avais l'huile de Sieur. Tu avais toutes ces cités ouvrières. Pauliette et Chausson, c'était ceux qui avaient les propriétaires de la cimenterie, tu vois. Et les Et ouvriers, donc- il y avait des ouvriers de différentes nationalités. Les ouvriers, c'était surtout les Marocains. Surtout les Marocains. Les Marocains qui habitaient. Mais c'était de très belles cités ouvrières. Hein. Donc, avec la construction marocaine classique, tu vois, avec le petit patio et tout ça, tu vois, c'est pas le HLM, tu vois. C'était des maisons basses, tu vois, plein pied. Voilà, donc pas loin de l'école, pas loin de, tu vois. Et tout ça. Ouais. Donc, Vraiment, ça m'a marqué. Je ne savais pas que ce quartier-là avait autant d'histoire, etc. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un endroit un peu particulier. Parce que, je m'excuse, le développement industriel de Casablanca s'est fait vers les Roches-Noires. Vers C'est les fait Roches-Noires. vers Mohamedia. Ouais. Voilà. D'ailleurs, la zone industrielle elle était là-bas. Hein. Tu n'avais pas de zone industrielle sur la route d'Azmour ou sur la route... tout était là-bas. Tout était là-bas. Tu avais les dépôts de carburant, tu avais la cimenterie, tu avais toutes les huileries, tu avais la sucrerie, derrière, tu avais toutes les usines, tu avais les savonneries. La savonnerie Gouin, qui est huilerie savonnerie Gouin, bon, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, tu avais HSM aussi, huilerie du Maroc et tout ça. Et je me souviens, par exemple, gamin, les Gouin étaient voisins de l'atelier de mon père. Et donc, de temps en temps, ils faisaient des réparations chez eux. Et puis, ils nous ramenaient à la maison des boîtes de conserve, des conserves d'abricots, des conserves de pêche, des conserves... Et ce qui est aberrant, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si au supermarché, quand tu vas au supermarché, tu peux trouver une boîte d'oréons de pêche, par exemple. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être tu peux trouver des abricots, mais tu vois, la pêche, tu vois, qui te servait à faire après une bonne pêche melba avec une crème glacée dessus, tu vois. Je ne sais pas. Tu vas pas la trouver. Et tu te dis, c'est pas possible, tu vois. Bon, après, il y avait je me rappelle toutes les conserves, hein, donc les petits pois... Alors que là, l'autre fois, je suis allé dans un supermarché, j'ai acheté une boîte de haricots italiens. Tu te dis, mais c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible, pourquoi on les amène? On parlait de quand tu es au Petit Marocain et en fait, tu fais plusieurs journaux de presse écrite. Alors, je commence au Petit Marocain. Ouais. Après, je vais à Maroc Soir. Je vais à la Vigie marocaine. La Vigie marocaine. Et là, je trahis un petit peu Pilar. C'est lui quand même qui m'a... Ouais. C'est avec lui que j'ai débuté. Et je vais avec à la Vigie marocaine, où je suis un petit peu... je suis attiré par un trio fantastique. Jean-Pierre Dominique, Maurice Mathéos, qui en fait était un prof de maths. Ouais. Un prof de maths, et lui aussi, il était donc pigiste au journal. Il y avait beaucoup de journalistes qui avaient un autre métier. Lavignas, Jacques Lavignas, Jackie Bayonne, qui était un passionné de tauromachie. Il vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, et donc la ville de Bayonne lui a rendu hommage. Sa famille a mis en vente aussi toute une série de reliques qu'il avait. Il avait des capes de toréador, parce que c'était vraiment... Il avait écrit un livre aussi sur la tauromachie et tout ça. Et c'était un mordu de rugby. Donc, moi, je jouais au rugby aussi, donc à l'époque. Et puis, il y avait Max Maurice, il y avait Marcel Herzog, il y avait... tu rejoignais une équipe. Là, tu voulais rejoindre... Voilà, parce qu'au matin, c'était un peu plus serré, parce que, en fait, j'étais coupé un petit peu... Au Maroc, c'était... au petit Marocain, c'était un peu plus... je dirais, c'était moins libertaire qu'à la Vigie marocaine. Et là-bas, il y avait plus de liberté, tu rejoignais ces gens-là. Plus de liberté, tu rejoignais, tu vois.
C'est-à-dire, les rédactions sportives étaient toujours séparées, des rédactions. Ouais. Mais, par exemple, lorsque tu rentrais à la rédaction du Petit Marocain, tu avais De Saint-Pel qui était... après, c'est quelqu'un d'extraordinaire que j'ai connu après. Mais au début, il me regardait travailler, il me disait, qu'est-ce qu'il va faire ce footeux ici, par exemple, tu vois, donc, alors que c'était pas la même chose. À la Vigie marocaine, bon, tu entrais, tu avais toute l'équipe de 1 qui était en place, qui te conseillait. Et après, pourquoi ? Parce qu'on allait tous prendre le petit déjeuner, par exemple, au café, le Marignan, qui était à l'angle du boulevard Mohamed V. Et là, on se retrouvait, bon, il y avait tout évidemment, il y avait les cadres qui étaient au premier rang, nous on était derrière, bon, on prenait le croissant et on revenait en arrière, tu vois, on était en deuxième rang, tu vois. Et puis ce qui est marrant, c'est que tu avais aussi des gens de la banque à côté, tu vois, donc tu avais le président de l'association des arbitres qui était là, tu avais la fédération qui était pas loin aussi. Ce que j'appelle d'ailleurs dans un chapitre le triangle du football. Ouais. Et tu disais à chaque fois qu'à chaque moment, tu faisais des choses en parallèle. Là, je crois qu'à ce moment-là, tu étais à la Chambre du commerce, non Non, pas encore. Pas encore, Non, c'est plus tard. Non. Là, je suis encore à... Tu es encore enseignant. Je suis encore enseignant, voilà. Après 11 ans, donc c'est là que je deviens journaliste professionnel. À temps plein, voilà, temps plein. Et ça a permis vraiment de... Ah oui. Que tu puisses encore plus prendre tout le temps de le faire, etc. Oui. Et c'était un switch qui était naturel ou c'était quelque chose qui était prendre un risque à l'époque ? C'est-à-dire... parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui n'étaient pas journalistes professionnels. C'est naturel, pourquoi ? Parce que d'abord bon, et Pilar, évidemment, c'est les premières leçons. Mais après, bon, je voyais comment travaillait Dominique, je voyais comment travaillait Max Maurice, je voyais Marcel Herzog et tout. Donc, j'ai beaucoup appris. Une mise en page, comment qu'on titrait, comment que... Ouais. Voilà, donc avant, je faisais le papier, je donnais le papier sans titre. Ouais. Et généralement, c'est le rédacteur en chef qui titre. Alors que là, là, on m'avait appris déjà, on me disait, écoute, dégage un titre, déjà. Dégage un titre. Ouais. Et beaucoup, tu vois, tout le monde te connaît pour le foot, mais quand je lisais le livre, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas que le foot. T'adores le cyclisme, le sport automobile. J'ai plein de choses sur le sport auto, le cyclisme. C'était quoi l'importance de ces autres sports-là ? Je sais pas si tu peux un peu nous en parler. Le sport auto, pour le coup, t'as fait plein de choses. Oui, le sport auto, même, j'ai même changé de pseudonyme. Le sport auto, j'écrivais sous le nom de Ray Thomas. Ah ouais ? Tu sais qu'il pour garder il y avait les 24 heures de Daytona, tu vois, en Floride. Ray Thomas. Et Ray Thomas, pourquoi ? Parce que Ray, c'est le prénom Raymond, Ray. Hein. Et Thomas, il y avait à l'époque à la RTM, il y avait une série américaine, un flic de New-Yorkais, Italo, un Rital, tu vois, qui s'appelait Thomas, tu vois. Alors, T-O-M-A, et donc je signais Ray Thomas. Et voilà, donc... Et là aussi, parce qu'il y avait une ambiance extraordinaire, il y avait des courses. Bon, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de courir en ville. Les circuits urbains, ça n'existe pratiquement pas. Ouais. Mais à l'époque, il y avait des circuits partout. Les circuits à Kenitra, à Rabat, à Ejadida, à Casa, évidemment. Parce que le Maroc a vraiment une histoire de sport auto. Oui, c'est pas forcément, il y a une vraie histoire de sport auto. Bien sûr. Ouais. Et... Tu vois, le sport auto aussi était hyper important pour toi, mais quand même, j'ai l'impression que le foot avait une place particulière. Oui, particulière parce que, évidemment, le foot, c'est un petit peu ma vie, tu vois. Je me rappelle des dates, par exemple, je me dis, tel jour, il y avait tel match, ou un truc, même des faits importants de ma vie où je peux dire, je me rappelle quel match avait ce même jour, un truc comme ça, tu vois. Donc, Et donc, ok, tu apprends la presse écrite, tu fais plusieurs journaux, etc. Bon, maintenant, aujourd'hui, les gens te connaissent beaucoup pour la télévision, beaucoup pour la radio. Comment tu arrives à la télé ? Comment ça se passe ? J'arrive à la télé, alors là, donc, on sort l'épisode où je suis chargé de mission, tu vois, pour la faisabilité d'une deuxième chaîne de télévision. Donc, ok, donc ça c'était avant 2M. Ouais, ça c'est avant 2M.
Donc, où je commence à nouer des contacts avec le déjà, groupe Berlusconi, tu vois. Donc, je viens de Milan et tout ça, tu vois. Et après, bon, en fait, c'est une chaîne qui devait voir le jour à Inchok, où il y a actuellement Riadia et tout ça, tu vois. Et ça allait être fait par le groupe de Berlusconi. Non, c'était l'État marocain, c'était une deuxième chaîne publique qui devait se faire évidemment en collaboration. Avec voilà. Donc il y avait des contacts qui étaient noués avec Rede Globo, qui était un groupe brésilien, et puis il y avait Rede Globo, il y avait Maître Yacoubi, donc qui était chargé du dossier, et moi on m'avait chargé de la partie. On avait dit bon, on veut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Écoutez, toi tu es italien. Berlusconi, justement, il était en train de lancer la 5 à Paris. Ouais. On me dit, allez, va à Milan. Je dis, mais attends, moi, je ne connais pas Berlusconi, quoi. Et par le biais d'amis, donc j'ai pu rentrer en contact avec le groupe. Et comment ça s'est passé, ça? Ça s'est passé, c'est quand même une histoire incroyable. J'ai un ami, Emmanuel, à Milan. D'ailleurs, j'ai 3 grands potes à Milan. C'est Emmanuel, Roberto et Valerio. Même si on reste 10 ans sans se voir, quand on se revoit après, c'est comme si on était ensemble la veille, tu vois. Donc, c'est vrai, les vrais potes. Ouais. Les vrais potes, tu vois. Et puis, je débarque, je dis Emmanuel, je dis écoute, toi, lui, il travaille pour une filiale de Berlusconi. Les pages jaunes, donc les espèces de pages jaunes, tu vois, donc les annuaires. Donc, et je lui dis, comment qu'on pourrait, on me demande d'entrer en contact avec le groupe, avec Berlusconi, avec Canal 5 et Canal 5 et tout ça. Il me dit, écoute, moi, je peux pas. Et, tu sais, moi, je suis qu'un commercial dans cette filiale de E1. Demander à mon boss, j'ose pas. Mais j'ai un ami qui est à la région Lombardie et qui s'occupe de tout ce qui est international à la région Lombardie. Ouais. La région Lombardie, bon, je sais pas si tu as été à Milan, c'est l'immeuble, l'ex-immeuble Pirelli, tu vois, 30 étages, et ce gars nous reçoit, donc un certain Paolo Eusebione, et donc on va le voir. Je lui parle du projet, il me regarde, bon, il y croit pas, et quelqu'un qui débarque comme ça, qui dit on veut faire une chaîne de télé, on fait une chaîne de télé au Maroc, Berlusconi qui déjà était parti, c'était déjà, tu vois, il lançait la 5 à Paris, il était sur la 5 en Espagne, en Pologne, il devait lancer une chaîne en Pologne et tout, tu vois. Donc, bon, bref, il me prend un rendez-vous, et puis un beau jour, j'arrive à l'aéroport de Milan, on vient me chercher, il y a tout un staff, parce que c'était très... Berlusconi, c'est très bling-bling, tu vois. Bling-bling. Donc, vient te chercher avec une belle voiture. Le cadre 40-50 ans, 40-45 ans qui vient me chercher, cheveux un petit peu, les tempes grisonnantes, 2 jeunes derrière lui, tu vois. J'arrive au parking, il y a une Jag et une Volvo, tu vois. Ah ouais. Tu vois un peu le truc. Et voilà, donc... Bon, après, ça s'est pas fait. Mais ça t'as déjà compris un petit peu t'es rentré dans ce monde-là. Ah oui, je suis rentré dans ce monde-là. C'est très différent, non? Parce que tu vois, tu parlais un peu un peu de bling-bling, ça c'est Berlusconi, c'est particulier, mais je veux dire le monde de la télé, surtout à l'époque. Non mais attends, et après c'est Berlusconi, tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'est ultra pro. Ouais. Ultra pro. Moi, sa secrétaire me disait que, par exemple, quand tu rentrais avec un double pli au pantalon, tu sais, des fois le pressing, il te rate le repassage, il te fait un double pli. Le gars, il regardait, il disait rien. Quand le cadre sortait, un des directeurs, il sortait, il disait, vous dire à monsieur qui change de pressing, il avait un double pli au pantalon. Ah ouais, le sens du détail. Le sens du détail, c'était... J'adore, c'est la rigueur. Berlusconi, c'était quand même quelqu'un avec ses défauts, ses qualités, mais... Et là, tu vois déjà un petit peu les différences avec la presse écrite, c'est-à-dire que ça te marque... Ah oui, absolument. Donc, parce que déjà, je peux, je dirais, circuler dans les rédactions un petit peu, donc je vois un petit peu comment ça se passe sur les plateaux. Ouais. Voilà, donc je pensais que j'étais à Hollywood, tu vois. Donc, j'assistais à des émissions, tu vois. Et alors, comment tu rejoins des émissions de variété, par exemple, j'étais stupéfié, tu vois. C'est incroyable. Tu rejoins 2M, mais je crois avant ça, déjà, tu fais de la radio. Donc oui. Déjà, c'est un premier. Je fais de la radio. Switch. Dans les années 70, je fais de la radio avec Kamal Ahlo, donc, qui est un ami de lycée. On a fait la 6e ensemble, on était ensemble donc, au lycée technique. Et en fait, on était 3 copains inséparables. Kamal, Ali Bouadar, Laïr Rahmon et moi. On était 3. Et
En fait, ce sont les 2 frères que j'ai pas eu parce que moi j'ai une sœur, mais j'ai pas de frère. Et Ali et Kamal, on était liés c'était à la vie à la mort. Hein, c'était fait de la radio avec on lui. pouvait pas nous toucher. Donc j'ai fait de la radio avec lui parce que lui faisait de la radio. Et puis ça commençait comment? En fait, lui faisait de la télé aussi. Il faisait de la radio et de la télé. Et le samedi après-midi, le samedi soir, on allait au studio d'Aïchok, où lui, il faisait son émission, il enregistrait dans les conditions du direct. Et ensuite, ça passait à la fin du JT, tu vois, français. Et donc, à l'époque, tu sais, les studios, c'était... en fait, moi, je lui décorais l'arrière-plan avec des posters de France Football. Tu vois, je lui mettais un retourné de, je sais pas, de Garincha ou de... Et en fait, c'était comme ça, quoi. Et je lui faisais la partie du foot international, la page internationale, voilà. Okay. Mais c'est lui qui l'a lisé, hein, c'est lui qui... Et quand tu fais de l'audiovisuel, tu vois, de la radio pour la première fois, c'est très différent de ce que tu as fait avant ou... Après, tu me disais que tu avais grandi en écoutant la radio. Donc, est-ce que c'est quelque chose de naturel pour toi ou... Oui, j'ai pas été... Bon, ensuite, la radio avec Kamal, pour moi, c'était facile. Parce que, bon, lui, il avait une super expérience. Donc, finalement, je dis, je risque rien. Ouais. C'est un pro de la radio. Lui faisait de la radio depuis au moins 10 ans. Il faisait de la radio. Moi, qu'est-ce que je risque? Il me dit, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? De temps en temps, je te passe l'antenne, tu donnes ton impression. Comme quand on est au café ou... Tu donnes ton impression, ton voilà, analyse. Lui faisait le factuel, tu vois. Ouais. Et moi, je faisais ces 2-3 minutes où je parlais du jeu, je parlais des joueurs. Et on a fait des trucs sympas. On a fait, un jour, on est allé aussi à Tanger, lorsque le Stade d'Honneur était en réfection. On a fait des Maroc-Nigeria, on a fait Maroc-Anderlecht. Là aussi avec un vol très houleux entre Casa et Tanger avec l'équipe d'Anderlecht. C'est quoi l'histoire? En fait, on décolle avec un ATR. Ouais. Et bon, je suis avec Kamal à gauche, sur la gauche de l'appareil. À droite, il y a Krim Ben Slimane et Mardarescu, donc président de la commission technique de la fédération, et l'entraîneur national. Les joueurs étaient partis en bus, en car, de Mohamedia, et ils se préparaient à Mohamedia. Ils étaient partis par la route, et nous 4, plus plus Anderlecht. Et puis l'avion, il a été secoué du décollage à Tanger, des éclairs, tout ça. Et de temps en temps, je me retrouvais comme ça, je regardais les joueurs belges. Je dis, c'est pas possible, Zebri qui ne va pas mourir. Je disais, Ariane ne va pas mourir. Je regardais comme ça. Et me revenaient les images de Torino, de Manchester United. J'ai dit, tu te rends compte? Ils vont finir par mourir bêtement dans un avion entre Tanger et après, juste à l'atterrissage, Kamal, il a la bonne idée de me dire, tu sais, c'est plus difficile l'atterrissage que le décollage. En fait, l'avion s'était repris à 2 fois. Il a repris côte, il a repris l'altitude pour après revenir et refaire un tour. Et c'était un temps gris. Bon, c'était un temps très belge. Hein, incroyable. Quand même, la pluie. Comment tu rejoins 2M et c'est quoi un petit peu les premiers projets sur lesquels... 2M, je suis déjà à la chambre de commerce italienne. Ok. Et chez Fiat, il y a un certain Bruno Scoffi, un joueur de golf, donc passionné de foot, de sport et tout ça. Il fait partie du comité directeur de la chambre de commerce italienne. Moi, je suis secrétaire général. Et puis, un jour, il est sollicité par 2M, par les commerciaux. Et alors, il m'en parle. Il me dit, tu sais, on me propose de sponsoriser le foot italien. Et comme avec lui, on parlait tous les jours, on parlait de foot italien, l'Inter, Roma, à l'époque, le foot italien, c'était pas le foot italien d'aujourd'hui, tu vois. Et il a dit, bon, alors une condition, c'est que Lino vienne avec vous travailler, c'est lui qui commente les matchs. Wow. Et j'ai commencé comme ça, voilà, donc, voilà. C'était quoi le premier match que tu as commenté? Voilà, je me souviens pas. J'en ai commenté. D'ailleurs, il y a Choukri Alaoui, de temps en temps, il me disait, tu sais, aujourd'hui, Lino, c'est le 422e match. C'est le 500... Il suivait. Oui, il suivait les matchs. Mais j'ai commenté des centaines de matchs. C'est pas difficile. 14 ans. 14 ans, allez, en moyenne, quoi. J'avais déjà 38 matchs de championnat. Puis les matchs de coupe, les matchs de Champions League...
quelques matchs internationaux. C'était au moins 50 matchs 50-60 matchs par saison. Ouais. Plus même, parce que tu avais... Et là encore une fois, c'est différent par rapport à ce que tu as fait avant. Qu'est-ce qui était différent? Qu'est-ce que tu as appris à la télé que tu faisais pas avant, qui était différent, qui t'a marqué? Peut-être préparer un peu mieux mes fiches, déjà. Okay. Tu vois, je lisais lisais beaucoup, voilà, pour être plus précis, tu vois, dans mes appréciations, dans mes commentaires, Après, j'avais vu un petit peu déjà à Canal 5 comment ils faisaient, tu vois, donc... Et il y avait à la télé, tu as été sur des émissions mythiques, Planète Foot, Calcio. Planète Foot, Planète Foot, des fois, il nous arrivait de commencer le dimanche, terminer le lundi matin, très tôt. Comment ça? C'est-à-dire qu'on généralement, on le faisait après le JT, tu vois. Ouais. Ça dépend des fois, tu vois. Des fois, on le faisait après le JT, des fois, on le faisait après le film, tu vois. Donc, et des fois, on commençait à minuit moins 20 ou un truc comme ça. Et donc, on terminait à minuit 30, minuit. Ouais. Tu vois. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et c'est des émissions que tout le monde a regardées, qui sont mythiques. Oui. Et qui devaient être exceptionnelles à faire. Ce qui me fait plaisir, c'est que je croise aujourd'hui des quadragénaires, tu vois, ils ont entre 40 et 50 ans, et donc qui ont grandi avec moi. Ouais. Et moi, pour moi, je les appelle la génération calcio. Ouais. Parce que toi, on m'arrête dans la rue, on me dit Lino, j'ai grandi avec vous. Ouais. Lino, et ça, c'est pratiquement tous les jours, je tombe sur une personne qui me dit j'ai grandi avec vous. Voilà, donc, et là, à ce moment-là, donc tu suis l'équipe nationale, etc. C'était quoi les moments marquants liés à l'équipe nationale que tu as vécu dans ces années-là? Quand j'étais à 2e, je faisais le foot international. Hein. Donc j'allais rarement voir les matchs championnat. Parce qu'en fait, le dimanche ou le samedi, j'étais toujours pris, tu vois. Ouais. Bon, les matchs de l'équipe nationale, j'allais les voir, tu vois. J'allais les voir toi, parce que tu suivais. J'entendais que tu disais ce que tu suivais Maroc-Ghana. L'équipe nationale, l'AS Roma, je crois, tu disais. L'AS Roma. Ouais, c'était les deux équipes dont tu regardais tous les matchs. Sous l'équipe nationale, c'est le Ghana pour la qualification en Coupe du Monde, pour aller en Coupe du Monde, tu vois. Ouais. Et puis, il y a l'ambassadeur d'Italie qui m'appelle, il me dit « Lino, vous me parlez toujours de votre football, là. Je viens voir le match. » Alors attends, pour lui trouver une invitation, j'ai trouvé une invitation, j'ai trouvé un truc comme ça, tu vois, mais j'ai trouvé... Et puis on arrive au stade d'honneur, le stade il est plein, tu parles, c'est surbooké, tout ça. Ouais. Et puis je suis avec l'ambassadeur et je suis gêné, où est-ce qu'on va s'asseoir? Et puis à un moment donné, je vois Najib Salmi, je lui dis Najib, je m'approche, je lui dis, je suis avec l'ambassadeur d'Italie, trouve-moi de place. Et il me dit, Lino, quand même, toi, tu vas me demander à la tribune de presse, tu vas faire venir. Je dis, comment que je vais faire? On va rester debout. Moi d'accord, mais l'ambassadeur d'Italie. Alors finalement, Najib Salmi nous a trouvé 2 places en tribune de presse. Et on a vu le match à la tribune de presse. Donc, génial. Et c'était un match extraordinaire, ce match. En fait, ce qui est fou aussi, c'est que tu as vu toutes les évolutions du foot. C'est-à-dire qu'entre le début et maintenant, l'évolution, elle est, moi, elle est exceptionnelle. C'est plus... Je pense que j'ai eu le bonheur d'abord d'ouvrir le stade d'honneur. Ouais. Nancy-Nîmes, match amical déjà. Ouais. Après, j'ai vu plein de matchs au stade d'honneur. J'étais gamin, j'allais avec mon père, ma mère. On allait en famille. Mon père, ma mère, ma soeur et moi. Un peu comme Robert Lembreux qui disait papa, maman, la bonne et moi. Voilà. Et donc, alors toujours du côté gauche, parce que mon père était Wydadi. Donc, toi aussi? Tu peux pas te permettre de... Je suis ni Rajaoui ni Wydadi, mais j'avais d'excellents rapports avec Abdelrazak Mkwar, par exemple, quand il avait un truc qui me disait Lino, écoute, tu viens prendre le petit-déj demain matin chez moi, je vais te parler d'un truc. Okay. Tu vois. Après, avec Sam Lali, j'étais toujours avec Sam Lali, avec Maître Mach, tu vois. Donc, j'étais... Et puis, à l'époque, ça n'existait pas. Parce que, en fait, après, il y avait le clan de Casablanca et le clan de Rabat. Et donc, le clan de Casablanca, on se réunissait souvent. Donc, il y avait Sam Lali, il y avait Mach, il y avait
Mais quoi, il y avait Mahrouz de l'Étoile, il y avait donc l'Arabie aussi. Donc tu vois, on était tout un groupe de Casablancais. Parce qu'en fait, on avait milité pour le retour de la fédération à Casablanca. Parce que la fédération, le siège était à Casablanca. D'accord. Après, il est allé à Rabat. Et vous, Le siège était rue du Mont-d'Urville. Il est L'actuel siège de la Ligue de Chaouia, du Grand Casablanca, c'est rue du Mont-d'Urville. C'était le siège de la fédération. Voilà. Lorsque Ahmed Antifit était secrétaire général, de Casa qui voulait il y avait le clan de Casa. Après, il y avait le clan de Rabat avec le colonel Belmejdoub et tout ça. Donc, qui voulait maintenir ça. Et qu'est-ce que, pour toi, c'est quoi les grandes évolutions un petit peu que le foot a connues? C'est-à-dire que je pense que les équipes sont beaucoup plus professionnalisées, tout a évolué. Qu'est-ce que tu as vu comme changement sur ta carrière? Ben c'est sûr que ça a évolué sur le plan physique, d'abord. La méthodologie, les méthodes d'entraînement. Beaucoup plus de préparation. Bon. Beaucoup plus... si tu veux, la structure des clubs, non. Peut-être que les clubs étaient mieux structurés avant. Ok. Parce qu'aujourd'hui, qui fait quoi, tu ne sais pas. Tu vois, donc il y a très peu de clubs, à part évidemment tous les clubs qu'on connaît, c'est-à-dire l'AS Far, le FUS, Berkane, tu vois, ce sont des clubs qui sont bien structurés sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan... Tu vois, les autres, c'est un petit peu olé olé, hein, ça, j'ai pas peur de le dire, tu vois, donc sur ce plan-là, peut-être qu'avant, il y avait des clubs qui avaient peut-être moins de moyens, mais là, il y avait un secrétariat. C'était plus clair. Tu avais des secrétaires administratifs, tu avais un secrétaire général qui savait connaissait son métier. Tu avais un trésorier qui connaissait son métier aussi, tu vois. Donc, voilà. Donc, en revanche, tout ce qui est technique, tout ce qui est préparation, diététique et tout ça, il y a des progrès énormes qui ont été faits, hein, Ouais. c'est sûr. Et le côté média aussi a beaucoup évolué. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait beaucoup moins de gens qui suivaient les matchs, etc. Maintenant, c'est encore plus structuré, encore plus présent. Oui, mais disons qu'aujourd'hui, l'information, tu vois, c'est quand même difficile. Avec les réseaux, le média traditionnel, si tu veux, il est pris de vitesse par les réseaux. Donc le média traditionnel, aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il doit Il doit faire de la réflexion. Tu vois, aujourd'hui, si tu as un quotidien, tu prends un quotidien. Bon, moi, je suis un fan du Figaro, par exemple. Oui. Ben, le Figaro, tu as, dans les dernières pages, tu as 4-5 éditos. Tu vois, qui te prennent un quart de page. Sur 4-5. Et tu as envie d'aller le lire pour avoir des avis tranchés de gens qui ont bien étudié le truc. Et que tu sois d'accord ou pas, ça va te nourrir ta réflexion, tu vas réfléchir, etc. Non, c'est pas factuel. On me dit, ouais, de toute façon, aujourd'hui, les gens ne lisent pas. Les gens ne regardent pas la télé. Les gens ne... Écoute, moi, je suis un fan du papier. Hein, et là, je suis revenu il n'y a pas longtemps encore à l'aéroport. Bon, quand j'étais à l'aéroport, la première chose que je fais, pof, je vais au kiosque. Et puis je prends 4, 5, 6 revues. Une revue d'auto, une revue de tourisme. Et tu les lis dans je lis. Je m'informe. T'as toujours beaucoup lu? J'ai toujours beaucoup lu, oui. Et tu lis beaucoup? Moi, j'ai dévoré Le Parrain en 2 jours. Ah ouais. De Mario Puzo, Le Parrain, Donc pas que des journaux, tu lis beaucoup oui, de romans, bien sûr. tu lis tout. L'arrangement de Elia Kazan, par exemple, la même chose. Ah, lui. J'ai commencé, c'était pendant les vacances scolaires, j'étais au lycée, je devais avoir 15 ou 16 ans, et puis j'étais passionné au fur et à mesure. Tu vois, et je ne sais pas si l'arrangement d'Elia Kazan, c'est un pavé de 500 pages. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas le film. Hein. Ouais. Après, ils ont fait le film avec Kirk Douglas, mais ça n'a rien à voir avec le livre. Hein. Il y a un livre qui t'a marqué particulièrement? Ben, l'arrangement. Et puis, le Parrain, mais... Plus que Le Parrain, une interview une fois d'un auteur, son nom m'échappe pour l'instant, c'est il écrit des romans sur la mafia. Ouais. Et en fait, il dit que dans les films, dans les romans, on est pris de sympathie pour un Corleone et pour un... Oui. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mis en valeur par le romancier, par le réalisateur, etc. Mais il dit finalement, les seuls qui savent vraiment
Qui sont ces gens-là? Ce sont les procureurs, voilà. Ce sont les enquêteurs, eux, ils le savent. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a une starification, justement. romantisation du truc. Ouais. Et ça devient un peu une espèce de star, mais on ne se rend pas compte. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par l'histoire de la mafia, par comment c'est structuré, par tout ça. Et je pense que lire, ça t'a aidé en fait aussi pour écrire et ensuite pour je pense que souvent les gens disent que pour bien écrire, il faut lire et pour bien s'exprimer, il faut écrire ou lire pour avoir des idées claires. Quand on écrit, on a des idées claires. Et ce qui est marrant, en fait, comme je te disais, j'ai pas le bac parce que moi, si tu veux l'appréciation, Lino Bacco, c'est quoi? C'est bon élève, point, peut mieux faire. Point. Toujours ça. Okay. Un jour, le prof de français, il me dit, il me met 4, je crois, moyenne trimestrielle. Et il me dit, avec un 4, vous allez passer de classe. Deuxième trimestre, j'ai 17 de moyenne, je suis premier en français. Donc, en fait, c'était soit au feeling de l'enseignant, tu vois. Oui, il te fallait ce truc. Ou alors, bon, et puis ensuite, tu sais, quand tu as 15-16 ans, bon, c'est... Tu es pris par d'autres trucs, tu vois, par le sport. D'ailleurs, un jour, mon père, il arrive, on devait monter un groupe de rock avec des copains. Et puis, ma mère avait un commerce au Roche-Noir. Et puis, on avait récupéré l'ancien appartement de ma grand-mère. Et donc, après l'école, après le lycée ou après on revenait au Roche-Noir, c'est-à-dire où ma mère avait ce commerce-là. À l'arrière-boutique, il y avait cet appartement de 2 pièces où on faisait nos devoirs avec ma sœur, etc. etc. Et dans une pièce, la mienne, un soir, on répète avec des copains. Alors, batterie, basse, tu vois. Et mon père arrive, il dit, c'est quoi ce bruit-là? Il dit, non, c'est le gosse. Tu sais, pour les parents, on a toujours le gosse. C'est le gosse avec des copains, ils font de la musique. Alors, mon père ne dit rien quand on arrive le soir, très sicilien, tu sais, le dîner. Il me dit, dis-moi, tu fais de la musique? Je dis, oui. Il me dit, tu fais de la musique? Il dit, tu fais du culturisme, tu fais du rugby, tu fais de l'athlétisme. Maintenant, tu veux faire de la musique aussi. Baraka. Et tu as redoublé la 4e. Alors, tu me supprimes quelque chose. Alors, j'ai laissé... Du culturisme? Oui. Ah bon? Ok. Ah ouais. Moi, j'étais avec les frères Messina. Ils avaient une salle au Marif. Ok. J'ai fait un peu de catch aussi avec son beau-frère, Mais non. Cardona. Mais c'est incroyable. À 15-16 ans, je joue au rugby, tu vois. En fait, il ne faut pas faire un podcast avec toi. Il faut un film. Je joue au rugby à l'époque. Là, je passe une photo de moi sur le livre, là. Au rugby? Non, culturisme. Au culturisme, vous avez raté la photo. Je suis sur la terrasse. Bon. En fait, c'était pas très musclé à l'époque. Hein. Bon, tu avais les Moustapha Adnan, par exemple, qui étaient sculptés, tu vois. Ouais. Donc, mais c'était pas... Il fallait... Tu veux pas... Ah bah ouais, on faisait du squat avec 60-65 kilos, de l'épaulé jeté, tu vois, et tout ça. Donc, non, c'était... Et le catch? Comment le catch? Ouais. Mais parce que son beau-frère faisait du catch, le beau-frère de Messina. Ouais. C'est un Espagnol, Cardona. Donc, on montait à la terrasse, au-dessus de la salle. Et puis, il me faisait des prises, tu vois, comme j'étais assez lourd, tu vois, pour pouvoir un peu... S'entraîner un petit peu aussi. Il me dit, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, je t'accompagne dans la chute, tu vois. Et une question depuis tout à l'heure, je voulais te la poser, c'est le Lino Bacco, justement. Ah, et ton nom de naissance, c'est... Lo Bianco. C'est Lo Bianco. Oui. Comment c'est venu? C'est venu, c'est que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un match de la Coupe Mohamed V. Ouais. Et puis, je fais un billet. Ouais. D'ailleurs, je regrette, je ne l'ai pas trouvé. Tu n'as pas pu le mettre. Je n'ai pas pu le mettre. Ouais. Parce que c'était difficile. Pour le coup, il y a beaucoup de sources derrière ça qui est génial. Ouais. Et je ne sais pas comment tu as fait pour retrouver tout ça. Mais ouais, tu as dû chercher, j'imagine. J'ai cherché. Parce que là, il y a des choses... Mais je raconte. Donc, c'est... je traite de voyous les joueurs de Partizan de Belgrade. Automatiquement, l'ambassadeur de Yougoslavie voit ça, lit ça. Il appelle Moulay Ahmed Alaoui, tu vois. Ouais. Et il proteste. Il dit, comment... C'est quoi ça? Et à l'époque, la Yougoslavie était intouchable. Le maréchal Tito, tu vois. Hassan II, tu vois. Rahmo, tu vois. Donc,
C'était un grand ami du maréchal Tito, les non-alignés, tout ça, tu vois. Donc, il fallait faire attention où on allait, tu vois. Donc, alors, Moulay Ahmed Alaoui me dit l'Italien change de nom, tu dois changer de nom. Écrit Alors, sous alias. Cherche un pseudonyme. Alors, je suis là. Je signais tous mes papiers Lobianco à l'époque. Ok. Et donc, avec un ami, Jean-Claude Marlic, c'est un personnage là aussi. Lui, il est né du côté de Tafraout. Uh-huh. Son père était colonel. Uh-huh. Il était dans une garnison. Il parlait l'amazigh, mais alors... Parfaitement. Parfaitement. Donc, il avait grandi donc, là-bas à Tafraout et tout ça. Donc, et il me dit, bon, écoute, c'est pas difficile. Alors, on prend Lobianco. Et puis, la veille, on avait vu un film de Lino Ventura. Ah, ok. Alors, il me dit, tu sais, regarde. Déjà, tu as le L, tu as le U, le N et le O. Bon, déjà, on a le prénom, Lino. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il nous restait un A, un B, un C et un O. ABC, ABCO. ABCO, on commence Koba, Boca, Bako. Boca, ça faisait Boca Junior. Ouais. Boca, Cabo, Boca. Bako. J'ai dit, attends, Bako, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire Bacchus en italien. J'ai mis un C. Il me dit, ben, rajoute un C. Rajoute un C. Donc, Incroyable. Lino Bako, Et jusqu'au point où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'appellent Lino maintenant. Enfin, tout le monde. Maintenant, t'appelle Lino. oui. Peut-être quasi, sauf peut-être, j'imagine, la famille, etc. C'est-à-dire, je vais même plus loin. Je ne sais pas si je devrais dire ça. Si quelqu'un me dit Lobianco, par exemple, dans la rue, Tu vas pas t'en retourner. peut-être je peux me retourner. Ouais. Donc c'est plus qu'un alias pour écrire, c'est devenu aussi devenu ton nom. Ben oui, ça fait maintenant presque 50 ans qu'on m'appelle Bako, hein, Lino Bako. Ouais. Lino, c'est Lino, tout le monde Bako. connaît ce prénom, Ouais. Lino. Ouais. Et Lino Bako, on l'oublie pas. On l'oublie pas. Deux syllabes. Ouais, C'est comme la Roma. C'est Roma, fort, exactement. Roma, Ouais, deux c'est syllabes. fort, On me dit, c'est mais fort. comment tu fais être supporter là? Je dis 2 syllabes. Roma. C'était tellement que si t'écris et que tu signes Lino Bako, on te reconnaît. Enfin, je veux dire, c'est parti au début de pouvoir avoir Ouais. un alias, c'est Ouais. devenu en fait Ouais. quasiment Ouais. un nom. Ouais. Donc, ok, donc télé, j'aimerais bien que tu nous parles aussi de la radio, parce que tu as cofondé Radio Mars. Ouais. Et en plus, c'est vraiment intéressant parce que je pense que Radio Mars a amené une manière de faire de la radio qui n'existait pas Ouais. au Maroc, qui est très particulière, avec beaucoup d'échanges très spontanés, naturels, de débats, parfois même on peut s'énerver, etc., de talk show, quoi. Ça a été créé avant, c'était 2009, je crois, donc avant les réseaux sociaux, donc c'était très, 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 très novateur. Comment donc tu étais à la télé, tu quittes la télé. D'ailleurs, je t'ai pas demandé comment tu quittes la télé. Et ensuite, comment tu... Je quitte la télé parce que... Comment vous arrivez ensuite à Je quitte la télé parce radio. qu'on n'a plus les droits. Ouais. On n'a plus les droits d'image. Et donc, voilà. Donc, il n'y a plus de foot international, il n'y a plus de foot italien, il n'y a plus de foot français, il n'y a plus de foot hollandais, espagnol. Et c'est ce que tu sais. Plus de Champions League. Ouais. Donc, voilà. On devait faire une émission, tu vois. Une espèce d'émission didactique, c'est-à-dire où j'aurais autour de moi des jeunes, tu vois, qui préparaient des sujets et qui seraient discutés, tu vois, appréciés, notés, tout ça, tu vois. Okay. Après, ça s'est pas fait, bon, donc. Et donc, un beau jour, je reçois un appel d'Hicham Krifi, que je connais pas. Donc, on se connaissait pas. Il avait eu mon téléphone. Il m'a dit, c'était en quelle année? 2008, voilà. Fin 2008. Okay. Il me dit, voilà, je voulais vous parler d'un projet, donc on se voit. Donc on se voit dans un petit café. Personne ne connaît, il s'appelle Pontis. Qui existe toujours? Il existe toujours, mais c'est un petit café qui, des fois, il ouvre, il ferme, il reste fermé 5-6 mois, il rouvre. Okay. Pontis, P-O-N-T-Y, apostrophe S. Pontis, ça fait très new-yorkais. Ouais. Des photos de New York sur les murs, donc voilà. Des photos d'Harlem et tout, donc truc sympa. Donc on se voit. Il me dit voilà, on a postulé pour une radio, pour une radio généraliste. On n'a pas été retenu. Là, cette fois, on veut faire une radio thématique, on veut faire une radio sportive. Alors, on a pensé la faire avec vous. J'ai dit bon, banco. Ouais. J'ai dit ok, d'accord.
Et donc, on a sympathisé. Bon, Hicham est ingénieur. Donc, à l'époque, il était à l'ONE. Il était chargé du programme nucléaire. D'accord. Donc, bon, après, ça ne s'est pas fait. À l'époque, c'était Driss Benima qui était directeur. Il y avait ce projet de centrale nucléaire, je pense du côté de Safi, ou je ne me rappelle plus où. Donc, bref, ça ne s'est pas fait. Bon, lui, entre-temps, il a quitté, il est allé ailleurs. Et pendant ce temps-là, on a essayé de monter cette radio. Donc, je dis, écoute, je monte la radio, mais il va falloir qu'on débauche quelqu'un de 2M. Il me dit, ah ouais? J'ai dit oui. J'ai dit, moi, je t'amène le meilleur journaliste du Maroc. Et tu sais qui c'est? C'est Amin Birouk. Voilà. J'ai dit, avec ses défauts et ses qualités. Mais... Il faut l'avoir. Top. Amin Birouk. Il me dit, allez, on se voit dans une... Et ça fait le trio. Et on se voit, donc, voilà. En fait, notre devise, c'est quoi? C'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais. C'est ça. Parce que finalement, et tu as vu, tous nos débats sont très, très colorés. Ils sont colorés, houleux, mais on apprend toujours quelque chose, et voilà. bien préparé, Voilà. etc. Donc, ouais. Bon, ça évidemment, je l'ai appris aussi des talks italiens, hein. La télé italienne, les radios, la télé espagnole et tout ça. Donc, les latins sont très forts. Hein, là, donc, et comment on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Mais bien sûr, comme eux sont inspirés d'autres. Nous avons été les premiers. Mais vous avez été les premiers, exactement. On a été les premiers. Et comment en termes de lancement, c'est la première fois que vous lancez une radio, comment ça s'est passé? C'était quoi un petit peu les difficultés? C'était quoi les débuts? Bien sûr, il y avait la partie technique, évidemment. Ouais. Mais la partie technique, en fait, on l'a résolue. Bon, il y avait plusieurs entreprises. Et puis finalement, on a choisi l'entreprise italienne qui avait fait les studios de Radio 2M. D'accord. J'ai dit, écoute, moi, je connais les studios radio de 2M. C'est super, c'est impeccable. Les mecs, ils ont fait ça rapidement et tout ça. Donc, voilà. Donc la partie technique, déjà, il ne restait plus qu'à mettre en place l'équipe. Voilà. Donc, et voir, chercher, débaucher un petit peu de monde. Voilà. Donc, et donc, il y a des émissions la grille, des émissions qui sont mythiques. Comment vous arrivez à développer ça? Parce que je n'ai pas les chiffres, mais c'est une des radios les plus écoutées, etc. Bien sûr, sur le sport, tout le monde connaît Radio Mars. Comment vous avez réussi à prendre cette place-là? Parce que ça s'est fait assez rapidement. D'abord parce que il y a un dénominateur commun qui réunit tous les Marocains, c'est le sport, et en particulier le football, déjà. Et quand je dis tous les Marocains, c'est toutes les classes. Ouais. D'ailleurs, toutes les classes, ça veut dire du gardien de parking au ministre. Ouais. C'est pratiquement tout le monde nous écoute, tout le monde... J'ai une petite anecdote, je ne sais pas si je peux la dire. C'est bien sûr. Un jour, je suis quartier Gauthier, je vais chez un ami qui est au RL, et puis pour le consulter, et puis il y a quelqu'un, un coursier, visiblement un coursier sur une moto, qui me dit Lino, alors je lui fais un petit signe, je traverse la rue, et quand j'arrive presque sur le trottoir, il y a une belle voiture qui arrive, immatriculée en face supérieure. Tu vois un peu le truc. Le monsieur baisse la vitre, il me dit, Monsieur Bako, j'adore ce que vous faites, c'est très bien, continuez. Et je dis, mais quoi? En fait, en 30 secondes, j'ai le gars qui me fait Alino. Ça, c'est fort, et je me dis, et quand je suis revenu, j'ai dit à mon associé, j'ai dit, moi, tu sais que je pense qu'on fait du bon boulot parce que là, en fait, on touche tout le monde. C'est ça qui est très fort. Parce que... Et on touche de plus en plus de femmes. Hein. Et de plus en plus, en plus de femmes nous écoutent. Avant, elles se plaignaient. Parce que beaucoup de femmes m'arrêtaient dans la rue. Ah, Monsieur Bako, vous savez, vous commencez à m'ennuyer, hein, parce que mon mari m'oblige à vous écouter tous les matins quand il m'amène au travail. J'ai un truc comme ça. Maintenant, c'est le contraire. Ah, Monsieur Bako, j'aime bien. Et des fois, il y a des mecs qui m'appellent, qui me disent Lino, super, ma femme aujourd'hui, elle s'est éclatée avec vous. Ah, c'est incroyable, incroyable. Mais tu vois, tu dis que parce que vraiment, je sens que tu es quelqu'un de très très humble. C'est vraiment marquant. Et tu dis que
Bien sûr, ça vient parce que le foot, c'est le sport national et que ça réunit tout le monde. Mais c'est aussi dans la manière de faire les choses. Dans votre manière de faire les choses, vous avez réussi à toucher tout le monde. Oui, aussi parce que j'ai essayé de... Bon, maintenant, c'est difficile. Hein. C'est plus comme avant. Le rapport qu'a, si tu veux, quelqu'un avec ses collaborateurs ou un parent avec ses enfants, c'est pas la même chose. C'est pas ma génération à moi. Ouais. Moi, à 50 ans, j'avais du mal à regarder mon père dans les yeux. Tu vois, tu vois, donc tu avais un respect, tu vois. Bon, aujourd'hui, je dis pas que les enfants ne respectent pas les parents, mais c'est pas la même chose. Pas la même chose. La même chose. Même avec les enseignants. Ouais, j'ai jamais dit à mon père, tu comprends rien. Donc aujourd'hui, c'était impossible. Quel est l'enfant qui dit pas à son père, tu comprends rien, même s'il parle de, je sais pas moi, de à l'époque, ça allait mal se passer. Ça n'existait pas, Voilà, donc. Mais j'ai essayé quand même de donner une certaine empreinte. J'ai dit à Hicham, écoute, là, le journaliste quand même, bien sûr, ça te laisse une certaine élasticité parce que tu as un côté artistique, donc c'est sûr que tu ne peux pas te cantonner simplement à des règles strictes, etc. Mais il faut un minimum d'ordre et de règles, ça il est faux. Ouais. Et moi, des fois, il y a quelques années, quand je m'énervais, je montais à la rédaction, je leur disais, les gars, un jour, fais les comme Internet. Je vais vous arrêter Internet. À l'écrit. Je vais arrêter Internet. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, je ne sais pas, il y a le FC Séville qui va venir jouer un match amical contre le WAC, par exemple. Ouais. Tu lui dis, fais-moi un papier fais-moi une capsule sur Séville. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire, le gars? La première chose qu'il va faire, il va aller sur Internet. Il va commencer à chercher ce qui a déjà été écrit, ce qui est déjà. Ouais. Avant, c'était pas la même chose. Hein. En vrai, il fallait que tu te débrouilles le téléphone du club, que tu voies. Tu demandes à quelqu'un qui avait déjà vu jouer le Football Club Séville ou. Il fallait aller chercher l'info. Il fallait aller chercher l'info. Ouais. Et puis à l'époque, non seulement on allait chercher l'info, mais on l'a recoupé avec qui? Avec des collègues. Avec pas des collègues, avec des confrères qui étaient finalement tes concurrents. Tu vois? On n'avait aucune honte. Moi, j'avais aucune honte à appeler Mustafa Khaoudi qui était à la MAP, par exemple, ou à appeler Najib Salmi, ou appeler Kadmi. Je lui ai dit, moi, ce truc-là, c'est vrai ce qu'il m'a dit là, je sais pas, Azlin, il m'a dit que. Et donc, il me disait, ouais, non, c'est vrai, non. Ah non, écoute, je vais vérifier moi aussi. Et puis ensuite, il revenait vers moi. Donc. Ça n'existe plus aujourd'hui. La source, ça n'existe plus. Ah, donc, c'est quoi quand tu as quelqu'un qui travaille avec toi, ou j'imagine que tu rencontres beaucoup de jeunes journalistes ou de journalistes qui veulent se lancer, etc. C'est quoi les conseils que tu leur donnes dans le contexte actuel pour quelqu'un qui veut se lancer ou développer sa carrière? Je dis d'abord, il faut que vous soyez passionné. Si vous n'êtes pas passionné, ce n'est pas la peine. Quand vous levez le matin, et vous vous dites, Neri, khassimchi l'khadma, khassimchi radio. Fais pas ce métier. Reste à la maison. Fais autre chose. Change de métier. Allège, parce que c'est dur. Parce que le truc, c'est quoi? C'est de se lever le matin. Et avoir envie d'y aller. Ouais. Moi, des gens me disent, hey, Lino, quand est-ce que tu vas arrêter? Je dis, écoute, je ne sais pas. Je vais arrêter quand quand on va me le dire. mais pourquoi tu veux que je m'arrête? Pour aller pour me lever à 11h du matin, déjeuner, ensuite refaire la sieste, ensuite aller faire une partie de cartes ensuite revenir manger une soupe de légumes et me mettre devant la télé. Non, pourquoi? C'est ce que tu aimes faire, c'est ce que tu as envie de faire. Mais c'est ça. Je dis d'abord qu'il faut que vous soyez passionné et puis tu sais qu'un jour qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit vous devez curioser. Ça veut dire quoi? C'est un verbe que j'ai inventé. Ouais. Être curieux. J'ai dit, si vous n'êtes pas curieux, tout le temps exercer. Ce n'est pas la peine. Vous devez curioser, c'est-à-dire vous intéresser de tout. Vous êtes dans une radio sportive, mais vous devez savoir ce qui se passe en politique, ce qui se passe sur le plan culturel, ce qui se passe sur le plan de la planète, sur le plan social, tout. Vous devez tout. Un journaliste doit être informé de tout. Parce que tout est connecté. D'autant plus que le journaliste sportif, il t'amène à tout. Hein. Ce qui n'est pas le contraire, non. Ouais. Tu as des journalistes sportifs. Ouais. Reagan, tu sais que Reagan, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, il était chroniqueur. Incroyable. Reagan était chroniqueur. C'est incroyable. Yeah.
Hemingway était chroniqueur au début, sportif. Ouais. Il écrivait des chroniques de boxe, sur la boxe. Voilà, donc... Il faut être passionné. Et voilà, le faire sérieusement et aimer ça. Bien Aimer sûr. ça. Parce qu'un journaliste, il doit La se passion, renseigner. être cultivé aussi, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et malheureusement, tu trouves de moins en moins de jeunes qui aiment lire, qui aiment... Il n'y a pas longtemps, quand je les ai réunis, j'aurais dit... vous allez reprendre... Maintenant, chacun va me dire quel est le dernier livre qu'il a lu. Parce que personne qui a levé la main. Silence. Et c'est ça. Ouais. C'est ça le problème. T'as aussi vu ces dernières années, et t'en parlais tout à l'heure un petit peu, les réseaux sociaux qui se développent, qui changent beaucoup l'accès à l'information, etc. Et d'ailleurs, t'es quelqu'un qui utilise pas mal les réseaux sociaux. Oui. T'es pas mal sur X, Ah. sur Twitter, Ouais. un petit peu LinkedIn, beaucoup Twitter, je crois. Ouais, sur X, j'ai Twitter, surtout ex-Twitter. Ouais, je pense que je dois avoir 35-36 000 followers. Bon, Ouais. je sais pas, c'est pas énorme. Mais Instagram, ma fille me dit toujours, papa, tu devrais être un peu plus présent. Parce que bon, j'ai une fille qui est très jeune, donc elle me dit, ouais, tu n'es pas assez présent, tu n'es pas... Et c'est vrai, donc... alors Facebook, je suis totalement absent. Oui. Pourquoi Facebook, je ne sais pas. Ça te parle pas comme format? Ça ne me parle pas. Et pourtant, j'ai plein de trucs à faire, hein, parce que plein de messages à répercuter, hein, à forwarder, comme disent les Anglais. Donc, mais je ne sais pas. Je ne suis pas très présent sur Facebook. Sur Instagram, j'essaie de l'être un peu plus. Je vais essayer d'ailleurs. Mais j'aurais besoin d'un community manager, c'est ça aussi le problème. Je ne peux pas tout faire. Ouais. Donc, Et maintenant, la radio, c'est filmé. On en parlait avant, Oui. avant d'enregistrer. Et donc, ça fait beaucoup de choses. Et je pense que moi, sur les dernières années, lorsque j'ai vu la radio, j'ai bien aimé parfois regarder aussi la vidéo. ouais. Parce que, et pas tout le temps, mais au moins, de temps en temps, tu as Non, envie de mais- mettre une image sur un son et revenir au son parfois. Mais le problème, Parfois, c'est tu que- commences par le son. Ouais, Et tu vas à l'audio, tu regardes et... Et c'est-à-dire que, en fait, on rend service à pas mal de réseaux sociaux qui nous piquent les images, Oui, tu vois, oui, et en fait qui font du buzz avec nos images. oui. C'est pas plus mal, ça vous amène aussi Oui, des oui, gens, je oui, pense. bien Exactement. sûr, bien sûr. Je pense que ça nourrit les Mais- deux, en fait. Ouais. Voilà, Ouais. donc ça veut dire que Il y nous a des aussi, gens qui coupent, aussi, qui on mettent, doit être plus présents sur le plan digital aussi. Nous aussi, on doit être, Ouais. voilà, parce que, en fait, déjà, ça sort de chez nous. Donc, voilà, donc une vidéo qui a fait un buzz parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, vous êtes un radio. Je ne sais pas s'il me dit Rajaouia ou Ouidadia. Alors j'ai dit, nous, on n'est pas un radio Rajaouia ou Ouidadia, on est un radio Watania. Ouais, ouais. Et c'est le fait d'avoir répliqué un, parce qu'il a dit, vous êtes un radio, et moi j'ai dit, nous ne sommes pas un radio. Qui a marqué. Alors, et c'est vrai. Et bon, nous, on n'a pas passé, tu vois, cette vidéo, mais qui a été reprise ensuite par d'autres. Putain, ouais. Tu vois, donc, il y a plein de trucs comme ça. Donc, dans Mars Attack, bon, c'est pas parce que. Mais dans Mars Attack, toutes les 10 minutes, tu peux sortir quelque chose. Hein. Exactement. Toutes les 5 minutes. Tu peux prendre un bout. Surtout si tu montes, tu prends un bout. Ah ouais, tu prends rien que 30 secondes, hein, c'est tout. Hein, donc, Tu vois, dans le livre, Et alors, il y a beaucoup de... Tu parles un petit peu de ta vie, mais tu parles beaucoup aussi du Maroc, en fait. Parce Oui. que tu as des histoires, tu rentres un peu dans le détail, etc. Tu disais tes parents sont nés au Maroc, tu es né au Maroc, tu parles une Delija parfaite, Ouais. etc. Et tu as reçu une distinction, voilà, on peut dire que c'est plus haute distinction, une des plus hautes dinctions, qui est le Louis-Sam Lalaoui en 2015. Est-ce que tu devais être immensément fier? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? oui, c'est-à-dire que en fait, d'abord, on m'appelle et je pense que c'est une blague. Tu vois, non, je reçois un message. Ouais. Donc, Sa Majesté le roi Mohamed VI t'a remis ce Wissem, juste pour le Oui, contexte. oui, oui. Ouais. Donc, je reçois un coup de fil, quelqu'un qui m'appelle, me dit voilà, Monsieur Bakou, on voudrait vous inviter à la fête du trône. On te dit à aucun moment que tu vas être décoré. Et ça, je trouve que c'est très bien. Ouais. On te dit vous êtes invité à la fête du trône. Alors je dis bon, ouais, d'accord.
Et je dis, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, non, c'est pas difficile. Je vous enverrai un petit message et je vous dirai quand vous présentez, etc. Donc, c'est une invitation, en fait. Et après, soit vous venez en costume traditionnel marocain, soit vous venez en costume foncé et tout ça. Je dis, bon, d'accord, je reçois le message, tout. Et je dis à ma femme, je dis, tu as vu ce que j'ai reçu comme message? En fait, je suis invité à la fête du trône. Bon, pour moi, je suis invité, bon. Mais, et je t'assure que jusqu'au dernier moment, les gens me disent, ah ouais, c'est peut-être parce que tu vas être décoré, mais j'y croyais pas. Ce qui est beau, c'est que... Parce que tu pourrais être parmi les invités qui... Voilà, okay. Parce qu'en fait, c'est quand tu arrives que les invités, ils sont dans un... Et puis, les personnes qui vont être décorées, qui ont un autre circuit, tu vois. Et là, on commence à te préparer tout ça. Alors, c'est là que tu comprends que il se passe quelque chose. Qu'il va se passer quelque chose. Et moi, je trouve que c'est merveilleux. Et la chose que je regrette, c'est que mes parents n'étaient pas en vie, tu vois. Donc, voilà. Et c'était quoi pour toi? C'était, j'imagine que ça t'a rendu très, très fier. C'est une consécration pour ce que tu as fait, pour ta carrière. Moi, je te dis, moi, déjà, gamin... je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure en début d'émission, j'ai assisté au retour de Mohamed V dans le salon à côté de mon père. On avait une radio. Ouais. À la radio, elle était même le sol pratiquement, c'était dans un buffet. La radio était l'étagère la plus basse. Et je me suis assis sur le tapis. Mon père était assis sur le tapis, en blouse aussi, parce qu'il venait de l'atelier. Ouais. Parce qu'on avait une villa de fonction qui était juste... à proximité de l'atelier, on s'assoit les deux sur le tapis, et puis il me met la radio, et puis c'est le retour de Mohamed V. Donc déjà, et ça, je me vois encore sur le tapis à côté de mon père. Incroyable. Ça, c'est, je le vois, cet instant, je le revois. Je revois le meuble. Mon père était un artiste, il faisait des meubles en fer forgé. C'est-à-dire, il faisait la structure du meuble en fer forgé, tu vois. Et après, il habillait soit avec des miroirs, soit avec des plantes, tu vois, avec de bois ou de... Et je revois ce meuble, je revois le tapis, je revois mon père en blouse avec toujours son crayon bleu et rouge qui sortait de sa poche. Cet instant, je le revois encore. Tu vois, donc, je revois l'entrée de Hassan II à Casablanca. Ouais. Les classes, on avait eu vacances ce jour-là, et puis et je me rappelle l'endroit, c'était au Roche-Noire, je me rappelle très bien l'endroit où on était avec mes parents lorsque la voiture est passée. C'est incroyable parce que quelque chose qui me marque beaucoup quand tu racontes aussi dans ton livre, c'est, et je te le disais un petit peu avant le podcast, c'est que quand tu te rappelles d'un souvenir, tu te rappelles de beaucoup de détails. Oui. Tu dis la radio était à même le sol et je revois le meuble et je revois la voiture et je revois. Ouais. Et c'est vraiment marrant comment tu te rappelles déjà des détails et à la fois de ce que tu as vu, de ce que tu as senti, voilà. Je pense que tu te rappelles, tu te souviens des détails lorsque tu es convaincu d'avoir vécu un grand moment. Ouais. Voilà. Là, ou alors un moment particulier, tu vois. Sur le moment, tu sais que c'est un moment particulier, voilà. Et donc tu t'en souviens. Et donc tu t'en souviens. Et tu dirais que c'est aussi parce que, tu sais, parfois quand on arrive vraiment à être dans le présent, on arrive à se rappeler des endroits et de ce qu'on a vécu. J'ai l'impression que toi, tu es quelqu'un qui vit le moment présent non, à moi, fond. Et donc tu t'en rappelles. Oui. Je m'en souviens très bien, oui. Je peux remonter jusqu'à 7-8 ans quand j'avais 7-8 ans. Et il y a beaucoup de détails. Après, j'oublie des trucs. De souvenirs comme ça. J'oublie des trucs d'hier. Il y a 2-3 mois. Alors quelqu'un me dit bonjour, monsieur Bako, vous savez, on s'est vu au Qatar. Attends, au Qatar, on s'est vu au Qatar. J'ai vu beaucoup de gens au Qatar. C'est ça. Ça tombe bien parce que j'ai vraiment envie de parler du Qatar, justement. Ouais. Parce que tu as vu l'histoire de le Montachab depuis 40 ans, etc. Ouais. Je pense que même avant ça, tu as vu des Coupes du Monde où le Maroc est allé un petit peu loin. Ouais. Mais le Qatar, c'était particulier quand même. Et cette vidéo, je pense que tous les Marocains ont vu. Ouais. Hier, j'ai dit à ma mère, je vais avoir Lino Bako demain, etc. Elle m'a dit, waouh, la vidéo de lui qui pleure pendant le Qatar. Donc elle l'a vu alors qu'elle ne regarde pas particulièrement elle regarde un petit peu le foot quand même, mais pas beaucoup. Et elle a vu cette vidéo de toi ému au Qatar qui a tourné, que tout le monde a vu.
Mais voilà, c'était comment t'as vécu cette Mais on expérience? me le dit encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui encore, on m'arrête, on me dit « Wow, Lino !» Elle a marqué beaucoup de gens, ouais. cette vidéo. Bah, ouais, par le ouais. fait qu'elle a fait 6 millions ou je ne sais pas combien de vues. Donc, C'était les qualifs, c'était le match du c'était Canada. le dernier match contre le Canada. Le match du Canada, donc qualifié après les phases Et de... il y avait notre réalisateur Absamad qui filmait. J'ai dit « Mat filmé niche ». Je lui dis comme ça. « Mat filmé niche ». Ouais, Et tu parles, lui, il s'est régalé. ouais. Après, j'étais avec Birouk, avec Adil Omari et tout ça. Donc, Comment c'était cette Coupe du Monde? c'est quelque chose de fantastique. Fabuleux. Fabuleux parce que d'abord, je ne m'attendais pas... Enfin, moi, je connais très bien les États-Unis. J'ai ma fille qui a... ma belle-sœur qui a vécu longtemps à New York. J'ai une sœur qui a vécu à San Diego, en Californie. Et quand j'allais chez ma sœur à San Diego, on faisait escale toujours à Las Vegas 2-3 jours, et après on continuait. Donc je connais très bien les États-Unis. D'abord, quand je suis arrivé, je pensais que j'étais à Las Vegas. Au Qatar? Ah oui, au Qatar. À ce point? Ouais, parce qu'on était à Bahria, c'est le quartier, tu vois. Ouais. Et bon, les palmiers, les trucs, les commerces, c'est l'Amérique. C'est quelque chose de... Et c'est bien organisé, ça je pense. Super bien organisé. C'est-à-dire que tu arrives, tu sors. D'abord, tu n'as pas un policier à l'entrée, pratiquement. Il y en avait un qui était là. Tu mets ton passeport, tu scannes ton passeport, tu sors. Le temps d'arriver sur le tapis, ta valise arrive. Et la valise, elle arrive bien droite. C'est comme au Japon, tu sais. La valise, elle arrive, tu as ta valise, elle arrive droite. Pas un peu sur le côté. Elle n'arrive pas comme ça. Elle ne tombe pas du ruban. Elle arrive, plac, plac. Tu prends ta valise. En 10 minutes, on était dehors. Ouais. C'était un gros porteur. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était comme avion. On était quand même 200 ou 300, tu vois. Déjà, ça commençait bien. Bon, après, on était aidés parce qu'on avait des amis là-bas sur place, donc ils sont venus nous chercher et tout ça. Après, on était dans une résidence fabuleuse. Une trentaine de tours autour d'un lac. On était au 23e étage ou un truc comme ça. Donc, déjà, voilà, c'est pas comme quand tu vas dans certains endroits où dès que tu arrives, tu as une moustique qui te pique. C'est clair. C'est clair, tu vois. Et après, bon, alors, ce que je veux dire, c'est que déjà, au mois de septembre, je parle avec le président, avec Lokja, et puis je lui dis, président, cette équipe, elle va en quart de finale. Hein. Il me regarde comme ça, il me dit, Lino, quart de finale, en demi, on va aller. Waouh. Et je vous assure, voilà ce que m'a dit le président Lokja en septembre. En septembre, il m'a dit, on va en demi-finale. Ah, c'est incroyable. Ça, je vous l'assure. C'est incroyable. Incroyable. Parce que j'ai dit, parce que déjà, enfin. Donc tu sentais qu'il allait se passer quelque chose de spécial? Oui, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Ouais. Comment tu l'expliques? C'est l'équipe ou c'est rationnel ou c'est plus fort que ça? Non, c'est l'équipe parce que finalement, on avait un super gardien, deux super latéraux, une bonne défense centrale. Ziyech, compagnie, tu vois, tu te dis... C'était l'année, quoi. C'était le moment. C'est tout. Bon. Moi, le seul regret, c'est que le Kaby n'avait pas été sélectionné, tu vois. Ouais. Mais sinon, après, tu avais du monde, tu avais Bouffal, tu avais du monde, hein, donc au milieu de terrain. Déjà avant, tu te disais, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Je dis, le président, c'est quart de finale. Mais quand même, on a vu beaucoup d'équipes qui, au final, parfois, n'ont pas fait grand-chose. Donc là, on se dit quand même, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et là, ouais, donc le match du Canada, une joie immense. Ouais, parce que là, c'est... Parce qu'en fait, tu veux sortir des groupes. Sortir des groupes, ouais. Et après, j'étais tranquille. Hein. Parce qu'après, on dit, après les groupes, tout est possible. Après, j'étais tranquille. Et en revanche, tous ceux... Hicham, Amin Birou, tout ça, ils étaient super crispés. Bon, toute la suite de la compétition. Pourquoi toi, tu étais tranquille? Moi, j'étais tranquille. Parce qu'ils m'avaient fait voir déjà qu'ils étaient en mesure d'aller le plus loin possible. Ouais. Bon, après, les matchs, ça n'a pas été évidemment... ça a été assez ric-rac. Hein. Tu passes au tir au but, tu passes sur un but, tu comprends. Mais c'est le football. Hein. Ouais. C'est ce que je dis, le football. Parce que finalement, en Coupe du Monde, c'est quoi? L'important, c'est quoi? L'important, c'est de gagner. C'est de gagner, c'est de passer. C'est tout. Ouais. C'est tout. On ne joue pas pour la beauté du jeu. C'est tout. Et il y a des j'imagine, peut-être le match contre l'Espagne, ou c'était quoi les moments qui t'ont vraiment marqué ensuite? Mais
je ne sais pas, peut-être c'est facile pour moi de parler maintenant, après, à froid, mais je n'ai jamais été inquiété. Même contre l'Espagne, pourtant l'Espagne, ils ont pressé. Hein. Tu avais une confiance. Ils nous ont pressé, tout ça. Après, on arrive au pénalty. Au pénalty, évidemment, c'est la loterie. Bon, il y a quand même Michel qui me dit, tu sais, Bono, il va arrêter au moins de 3 pénaltys. Je dis, alors, on verra. Donc, voilà, et ce qui s'est passé. Alors après, la séance des pénaltys, c'est quelque chose de fabuleux. Hein. Non, c'est incroyable. Franchement, c'était un moment, je pense, magique pour tout le monde. Et c'était exceptionnel. Non, c'est vraiment, moi je dis, pour refaire ça, il va falloir... je ne sais pas si en 2016 on va refaire ça. Hein. Je sais pas. Si en 2016. En 2026. En 2026, ouais. En 2026, je ne sais pas si... je pense que... Parce que je vais te dire un truc, la différence qu'il y a entre le Qatar et... En 2030, tu veux dire Non, en 2026, aux États-Unis, Mexique, Canada. Oui, 2026, la différence, c'est quoi? C'est que les gens, ils vont tous s'attendre au virage. Hein. Exactement. Il n'y a plus l'effet... Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils disaient? Bon, ils sont sortis des poules. C'était l'outsider, c'est toujours l'outsider. Ils sont sortis des poules. Ouais. Bon, d'accord. On va voir. Le Guatemala avait bien éliminé l'Italie au Brésil, hein, le Guatemala. Alors que le premier jour, l'Italie avait battu l'Angleterre. Ouais. Donc, quand tu dis, ils sortent des poules. Des fois, tu as des surprises, tu vois, tu sors des poules. Mais après, en huitième, ça y est, tu rentres à la maison. Hein. Ensuite, ouais. Mais là, tu vois, ils ont battu l'Espagne. Portugal. En fait, les gens ne croyaient pas, tu vois. Donc, même les Portugais, même les Portugais, si tu veux, après qu'on ait éliminé l'Espagne au pénalty, ils se disaient encore ils se disaient, ça y est, c'est terminé. Ça y est, pénalty. Ils se projetaient sur le match d'après. C'est tout. Voilà, donc, en 2026, c'est pas la même chose. Et comment tu le vois, du coup, pour 2026 et pour les prochaines échéances? Moi, en fait, c'est peut-être... je suis plus confiant déjà pour 2026. Je pense qu'en 2026, on va faire un meilleur résultat qu'en 2025 à la CAN. Ok. La CAN, en fait, je sens pas ces CAN là parce que tu vois, ces équipes subsahariennes, elles sont difficiles à jouer. Tu sais, donc, sur le plan physique, c'est pas évident à jouer. Pourquoi tu dirais que c'est une manière de jouer un peu différente je sais pas qu'est-ce qui fait que c'est peut-être ce plan physique. Ouais. Peut-être aussi. Donc, voilà, le plan du rythme, la ténacité. Nous aussi, bien sûr, on a du caractère, de la volonté, tout ça. Tu peux avoir toute la concentration que tu veux, mais après, qu'est-ce que tu veux quand tu es à la lutte avec un gars qui fait 10 kilos de plus que toi, et qui est plus rapide, qui a une masse musculaire qui démarre plus vite. Même en étant concentré. Ouais. Alors, il y a des échéances incroyables qui arrivent, donc 2025, 2030 au Maroc, etc. Ouais. C'est quand la première fois que tu t'es dit, peut-être, en fait, le Maroc pourrait organiser la Coupe du Monde? C'était il y a quelques années ou c'était il y a plus longtemps? Alors, ça remonte. Alors là, ça remonte aux années 80. Aux années 80? Aux années 80. OK. On est au Stade d'Honneur. Et on visite le stade, parce qu'il était en travaux. Et il y a Abdelrazak Mekouar qui était avec nous et qui nous regarde. On était une dizaine de journalistes. Il nous dit, vous savez, moi je pense qu'il serait temps de postuler à l'organisation d'une Coupe du Monde. Il dit, regardez le Mexique. Bon, bien sûr, ils ont du pétrole, nous on n'a pas le pétrole. Mais ils vont organiser leur deuxième Coupe du Monde. Je parle des années 80. Et qui dit ça? 82. Tu disais Abdelrazak Mekouar. Ok. Et donc, c'est vrai, le Mexique, bon, bien sûr, c'était déjà une petite puissance. Mais quand même, ça veut dire... Mais le Mexique, quand même, si tu veux, c'est un pays à double vitesse aussi. Hein, tu vois, donc c'est un pays qui n'était pas ultra développé, tout ça. Donc, et donc, il s'était posé la question. Voilà, donc, après, chemin faisant, on a eu plusieurs candidatures. Hein. Moi, j'ai la candidature 98, par exemple, je faisais partie de l'équipe de Sam Lali. Et là aussi, on avait mis... Et là, déjà, vous disiez, vous y croyez à fond, c'était vraiment possible en 98? En 98, c'était possible, mais en fait, les jeux étaient pipés, parce que, voilà, donc... Et d'ailleurs, quelques semaines avant,
nous, on était conseillés par une agence de pub italienne. Ouais. C'était la même agence de pub qui avait fait Italie 90. D'accord. Donc, on avait été reçus par Montezemolo, qui était à l'époque était président de. Tu dis, je crois, dans le livre, je ne sais Ferrari. plus où est-ce que j'ai vu ça. Je parle justement, et je sors les PV aussi Exactement. avec le ministère et tout ça. Donc, comment que ça s'est passé. Et même d'une anecdote, lorsque l'agence s'est dit on va négocier avec la FIFA un mondialito. Voilà, donc vous n'aurez pas la Coupe du Monde. Vous n'allez pas avoir la Coupe du Monde. On a sondé, mais en échange, on peut leur demander un mondialito. Mondialito, ça veut dire que tu as le Maroc, évidemment, qui reçoit tous les anciens champions du monde. Donc tu as Uruguay, Italie, Angleterre, Brésil, tu vois, donc Allemagne, tu vois. Déjà, ça. Et tout le monde, si tu veux, parle du pays, tu vois. Bon, t'as toutes c'est l'année avant le mondial, tu vois, le mondialito. Ouais. Donc, ça et après, le Maroc a fait d'autres événements aussi qui ont montré sûr. qu'on était capable de faire plein d'événements, etc. Mm. Et maintenant que ça vraiment s'organiser au Maroc, enfin, quand tu as appris que ça allait s'organiser au Maroc, et même maintenant, comment t'as vu le truc? Écoute, moi de toute façon, tout au long de ma carrière, j'ai pu constater que le Maroc, c'est un petit peu comme Bako, tu vois. Il peut très bien faire à condition d'avoir la volonté, tu vois. Bon, c'est peut-être prétentieux ce que je dis, me comparer pas me comparer comme tout un pays. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Parce que quand j'étais à la chambre de commerce italienne, par exemple, et qu'il y a eu l'Uruguay Round à Marrakech, c'est quelque chose de fabuleux. La COP 22 à Marrakech, c'était super bien organisé. Donc, c'est tout. Quand on veut, tu vois, il n'y a aucun problème. Tu sais, quand j'arrive, moi je vais souvent en voiture en Europe, tu vois, et puis je prends le ferry Marseille-Tanger-Med. Mais quand j'arrive à Tanger-Med, moi, tu vois, je fais les autoroutes européennes, tu vois, j'arrive dans ce port de Marseille. Et après, bon, je la traverse et j'arrive à Tanger-Med. Mais pour moi, c'est le prolongement de l'Europe. Parce que, tu vois, tu as une autoroute fabuleuse. Tu as une autoroute fabuleuse. Tu as des viaducs avec. Tu as vu la portée de ces viaducs après Tanger-Med. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que tu dis que tout est possible Bien sûr. au Maroc. Il y a une phrase que tu dis, que ton père t'a dit un jour, qui t'a dit le rêve américain, c'est au Maroc. Quelque chose comme ça. L'Amérique, c'est ici. L'Amérique, c'est ici. Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que, bon, il y a une certaine période, beaucoup d'Européens quittaient le Maroc, tu vois. Et certains allaient aux États-Unis? Ouais. Non, certains partaient. Il y en a qui partaient même au Venezuela. Donc, à l'époque, on parlait beaucoup du Venezuela et tout ça, tu vois. Donc, et mon père, il disait non, l'Amérique, c'est ici. En fait, l'Amérique, c'est ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au Maroc, tu as tout. Tu as tout. Tu peux... Parce que ce que les jeunes ne savent pas, c'est que, par exemple, dans les années 50, les gens venaient passer le week-end à Casa. C'est pas comme maintenant que tu dis je vais passer le week-end à Marbella. Avant les Parisiens disaient on va passer le week-end à Casa. Donc voilà déjà. Et puis ce Casablanca cosmopolite, c'est un pays fabuleux, le Maroc, qui est béni des dieux. Hein, donc, Et j'ai l'impression que tu aimes beaucoup Casablanca aussi en particulier. Casablanca, c'est... D'ailleurs, quand je vois certains... lorsque j'ai vu qu'on a détruit le théâtre, les galeries Lafayette, le cinéma Vox, les arènes, mais ce conseil municipal-là, paix à leur âme, parce que c'était dans les années 60, je ne pense pas qu'il y ait des survivants, mais quand même, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, voilà. C'est pas bien ce que vous avez fait. Raser le cinéma Vox, c'était le plus grand théâtre de... À part le fait que j'allais voir des réunions de boxe là-bas, c'était un amphithéâtre de 2000 places, 2500 places, magnifique, fabuleux. Les Galeries Lafayette, moi, les Galeries Lafayette, pour moi, c'est le marbre blanc, le marbre de Carrare, les rampes des escaliers forgés, ma mère qui me prend par la main, et puis je monte ces escaliers fabuleux des Galeries Lafayette. Mais je ne comprends pas comment on ait pu détruire ça. Quand des monuments de l'histoire de Casa, quoi. Mais quand tu vas aux États-Unis, tu vas voir Macy's ou Bloomingdale, mais c'est des magasins qui ont 120 ans, 130 ans, et la bâtisse, elle est là. Elle est 5e avenue, c'est pas pour ça qu'ils l'ont rasée. Elle est là, c'est la même bâtisse il y a 120 ans.
Ouais. Les gens, pourquoi la Galerie Lafayette pour faire quoi après? Rien. Bon, c'est plat, il y a une place. Il n'y a rien du tout. Ouais, mais non, cette ville, elle a quelque chose de particulier quand même. Ouais. Oui, Casa, il y a quelque chose de particulier dans cette ville. Moi aussi, j'adore. Ouais. C'est quoi, peut-être avant de finir, justement, un conseil pour un jeune au Maroc que tu donnerais, quelqu'un qui se lance? Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui nous écoutent? Aux jeunes qui nous écoutent, je dirais d'être ce qu'ils sont. Ne pas copier, ne pas ressembler, de ne pas singer. Moi, je veux faire comme celui-là ou comme ce YouTuber ou comme non. Le jeune aujourd'hui doit bien réfléchir à sa valeur, ce qu'il a d'abord sur le plan intérieur d'abord, et ce qu'il peut faire pour lui, bien sûr, mais surtout pour son pays, pour la communauté. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, tu vas me dire, je ne veux pas parodier Kennedy. Bon, mais c'est-à-dire, voilà, te dire que tu vis dans un pays merveilleux. Qu'est-ce que je peux faire pour les gens autour de moi, pour le qu'est-ce pays? que je peux faire pour mon bien, mais aussi pour le bien de mon entourage, pour le bien de mon pays. Voilà, ça c'est... Après, il faut curioser. Voilà. Tu l'as dit, lire, ça, il faut s'informer. Voilà, mais que vous soyez ingénieur ou que vous soyez un simple artisan ou un petit menuisier ou un garagiste ou un mécano, donc il faut s'intéresser. Ouais. Si quelqu'un veut te suivre, où est-ce qu'il te trouve? Sur les réseaux sociaux, tu disais peut-être X, Ouais, sur LinkedIn, Instagram aussi. Instagram, Facebook un peu moins, mais... Ouais, surtout ça, ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui? À vrai dire, non. Peut-être, non, je sais pas. Ma famille, peut-être, la famille ou oui, ma ça, femme. C'est un sujet. Alors ça, c'est un sujet dont je voulais parler. Ouais, ah oui. Ouais. Moi, quand j'ai lu ton livre, quand j'ai vu un petit peu ce que tu écrivais, la place de la famille très importante. Je pense que c'est un trait d'union entre les pays de la Méditerranée, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Italie, c'est la même chose. Je vais te le résumer. Un jour, je suis à la Chambre de commerce italienne. Il y a l'élargissement de l'Union européenne aux 27, tu vois. Et puis, il y a une table ronde. Donc, on m'appelle de Rome, la RAI. Donc, il y a un multiplex radiophonique. Donc, ils appellent tous les secrétaires généraux, les directeurs de plusieurs chambres de commerce italiennes à l'étranger. Rio, Casablanca, Prague, etc., etc. Et je leur dis que finalement, moi je suis évidemment, oui, vive l'élargissement à 27, mais ce que je dois vous dire, c'est que finalement, moi, en tant qu'Italo-Marocain, j'ai beaucoup plus d'acquaintance avec un Marocain, avec un Algérien, avec un Tunisien, avec un Égyptien, qu'avec un Polonais. Ou même un Espagnol qu'avec un Polonais, exactement. Déjà, oui, ou un Espagnol, un Grec, exactement, un Libanais, un Égyptien, qu'avec un Polonais. Moi, j'ai rien à voir avec un Polonais. Bien sûr. Mais un Méditerranéen, qu'est-ce qu'il a à voir avec tout le respect qu'on peut avoir pour la Pologne? C'est-à-dire, ce sont deux mondes différents. Et je trouve que on ne fait pas assez pour la Méditerranée. Les pays méditerranéens n'ont pas compris encore qu'ensemble, ils pouvaient faire des trucs extraordinaires. Je suis complètement d'accord. Et peut-être résoudre tous ces problèmes qu'il y a au Moyen-Orient et tout ça. Voilà. C'est-à-dire que finalement, ce Mare Nostrum des Romains doit revivre. Voilà. C'est cette mer commune, cette Méditerranée qui est fantastique, où tu as des valeurs du nord au sud, de l'ouest à l'est, parce que la famille, tu vois, les relations, le partage, tu vois, pas la tolérance. J'aime pas la tolérance, parce que la tolérance, quand on dit tolérance, on est juste tolérant, on accepte. Tolérance, si on va, la signification exacte de tolérance, c'est supporter, que je peux supporter. Toi, tu préfères quel mot? Non. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est quelque chose de merveilleux. Mais quelle différence il y a entre un Sicilien et un Marocain? Khubz zitoun, pane et alive. En Sicile, on dit.
Khobz ou zitoun. Avec un maltais, c'est la même chose. Malta Khanina, ils disent, les Maltais. Pareil, disent, ok. Et tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent khobz ou sardine. Incroyable. Mais attends, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la famille, ça a toujours été hyper important. La famille, oui. Depuis toujours. Oui, ça a été toujours important. Et puis après, moi, je me suis marié très jeune. Ouais. Mon père m'a dit, tu es très jeune, hein, tu veux pas t'amuser un petit peu avant de te marier? J'ai dit, non, je me suis marié. Bon, j'ai divorcé après. Et après, j'ai rencontré une femme extraordinaire, ma femme actuelle. Donc, ma femme à qui je dois tout. Voilà, donc, parce que, en fait, tu sais, quand tu es journaliste et tout ça, parce qu'après, à un moment donné, à une certaine période, tu te laisses aller. Bon, tu es sur la corniche tous les soirs et tout ça. Donc, même si je joue un petit peu au tennis pour garder l'équilibre. Mais voilà, donc une femme extraordinaire, voilà. Donc voilà. Je pense que j'adore, qui m'adore, et puis on a une fille, voilà. Donc magnifique. Voilà. On les salue. Je pense que c'est une magnifique manière de finir le podcast. Merci beaucoup, Lino. Ça a été un plaisir. Vraiment, c'était un honneur, c'était un plaisir. Pour moi, tu es une légende du journalisme, du sport au Maroc. Donc, c'était un honneur d'avoir... tu nous racontes un petit peu, que tu nous donnes des conseils, que tu nous expliques un petit peu ce que tu as fait. C'était passionnant, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Je suis simplement un grand frère, voilà, c'est tout. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.